Bonjour à tous, merci beaucoup d'être venus nombreux à cet événement matinal. Je vais vraiment juste vous présenter un peu, se présenter et parler et donner une petite introduction sur le sujet qui nous anime ce matin, sur le secret des affaires. D'abord, Philippe de Robert Hauteker, que vous connaissez certainement, en tout cas parmi vous certainement le connaissent, du fait de votre rôle dans la commission management au sein de la FGE, qui s'occupe des bonnes pratiques en matière de management d'entreprise, mais aussi et surtout, vous êtes un des artisans de l'excellent ouvrage édité par la CCI Paris et la FGE sur le secret des affaires. Et vous allez nous apporter un éclairage aujourd'hui à la fois sur le secret des affaires et sa mise en œuvre pratique, notamment au vu de votre expérience aussi au sein de certains fleurons de l'industrie française et dont dernièrement Airbus. Stanislas Rouvaillard, qui est à ma droite, est mon associé en propriété intellectuelle, qui est un expert notamment du contentieux en matière de secret des affaires et qui a pratiqué ça bien avant la réforme et qui va pouvoir vous donner un éclairage là-dessus et aussi sur tout simplement l'appréciation des tribunaux sur ce concept et ce qu'on doit s'attendre. Et moi-même, je suis Michael Salmela et je m'occupe des contrats et des affaires réglementaires au sein de Hogan Lovells à Paris. Donc pourquoi on est là aujourd'hui sur le secret des affaires ? C'est principalement parce que la réforme que vous avez dû certainement voir passer est une réforme, un changement dans le Code de commerce qui, de notre point de vue, a déjà impacté et va encore continuer à impacter les pratiques. Préalablement, on avait déjà des pratiques bien établies, bien sûr, en matière de protection des informations confidentielles et du secret des affaires. On n'a pas attendu la réforme pour s'organiser et se protéger, mais aujourd'hui, vraiment, on pense que il y a des choses qui vont modifier et impacter les pratiques parce qu'il y a vraiment deux aspects fondamentaux. Un premier aspect qui est sur la manière dont vous allez, avec cette nouvelle définition de secret des affaires et la manière dont on va pouvoir le protéger en justice, la manière dont vous allez vous y prendre en pratique au sein des entreprises sur la mise en place de procédures, sur la mise en place de clauses contractuelles, voir comment vous serez désormais renforcé sur cette protection. Et aussi la manière dont vous allez traiter l'information que vous allez recevoir. Parce que comme on va voir un peu plus tard, la réglementation finalement apporte une protection assez renforcée et qui va bien au-delà de ce que l'on avait avant. Et qui va notamment vous obliger à réfléchir sur comment est-ce que je fais, comment est-ce que je trace et comment je identifie et je conceptualise la manière dont l'entreprise traite les informations qu'elle reçoit. Parce que si vous ne le faites pas, désormais, les gens qui vous communiquent de l'information, même en absence de cadre contractuel, auront des outils assez efficaces pour sanctionner ces pratiques. Et notamment obtenir des réparations et des indemnisations que l'on n'avait pas avant. Et c'est pour ça que le juriste en entreprise va avoir un rôle pivotal, comme il l'a eu notamment sur un certain nombre d'autres réformes qui ont eu lieu sur le RGPD, sur la loi Sapin 2. On est un peu dans la même orientation qui est une logique de cartographie des risques, cartographie des pratiques en entreprise. Et je pense que ceux qui vont tirer leur épingle du jeu sont ceux qui vont avoir une approche proactive sur ce sujet et non pas réactive. Pas attendre à ce qu'on nous pose la question sur comment est-ce qu'on fait maintenant avec cette nouvelle définition, mais plutôt qu'est-ce que je peux faire dès maintenant pour anticiper. Et tout ça conduit à ce que l'on développe aujourd'hui, plus qu'avant, le concept de patrimoine informationnel de l'entreprise, dont peut-être Philippe, vous pouvez dire un mot. Oui, ce qu'il faut bien, pour bien comprendre la réforme, il faut avoir en tête que les entreprises sont au centre de flux d'informations, à force d'être dans un monde ouvert et d'échanger avec l'extérieur. Elles synthétisent en permanence, selon une finalité qui leur est propre, des informations. Et ça, il en résulte des produits, des services bien particuliers en fonction d'un contexte. On y reviendra sur ce mot contexte. Et pour y faire donc des produits, des services, et puis la partie émergée de cet iceberg, de ce patrimoine informationnel, ça va être donc ces produits, ces services, ou alors, pour les protéger, des droits de propriété intellectuelle. On n'avait que ça pour l'instant, sauf que, évidemment, comme vous le savez, la contrepartie, c'est de rendre public ce patrimoine informationnel. Et donc, aujourd'hui, en plus, ce n'est pas tant d'avoir accès à l'information qui est important, mais c'est aussi son traitement et la façon dont on utilise ces informations. Les entreprises, comme je disais à l'instant, elles travaillent en réseau,
elles échangent des documents, parce qu'on parle aujourd'hui du secret des affaires que les entreprises développent elles-mêmes, mais elles reçoivent également des secrets d'affaires. Quand elles reçoivent, par exemple, un cahier des charges, ou bien alors, si on se place au niveau de l'entreprise, voilà, elles reçoivent un cahier des charges de leur donneur d'ordre, dans lequel il y a des secrets d'affaires, et elles-mêmes, elles peuvent aussi donner des réponses à appel d'offres, et déposer des réponses à appel d'offres dans lesquelles il y a des secrets d'affaires. Et donc on se rend bien compte que, et à la différence d'ailleurs de Sapin 2, etc., il y a beaucoup de points communs, mais la différence, c'est que ça concerne toutes les entreprises, de la multinationale, dont on exigera peut-être un peu plus d'ailleurs en matière de protection, à la PME, mais même à la boulangerie du coin, qui va protéger peut-être sa recette. Parce que c'est aussi ça l'intérêt, et on y reviendra, c'est qu'il y a tout un tas de propriétés intellectuelles, dans ce qu'on pense surtout à l'aspect technique, à l'aspect brevet. Mais il y a tout un tas de choses, et on y reviendra, que cette nouvelle loi permet de protéger aujourd'hui. Sans compter que, toujours pour rester sur cette idée de monde ouvert, c'est un monde hyper concurrentiel, avec des attaques. Alors des attaques, on parle de cybercriminalité, mais aussi avec des moyens légaux. Et les moyens légaux, ça va être intenter un procès, ça va être même avant tout procès, aller chercher de l'information chez un tiers. Et là, que se passe-t-il ? Eh bien, justement, on s'est rendu compte que c'était un moyen d'obtenir de l'info sur ses concurrents ou partenaires. Et donc, jusqu'à présent, c'était protégé, mais de manière parcellaire. Alors, il y avait évidemment le droit de la concurrence pour éviter les ententes, qu'on s'échange des informations clés de l'entreprise, mais on pense surtout au droit pénal, avec par exemple l'abus de confiance. Donc, on remet à quelqu'un un document, mais sauf qu'il va l'utiliser ailleurs, et en particulier pour son propre compte. Et l'ennui, c'était que c'était uniquement sanctionné. On sanctionnait uniquement celui qui divulguait l'information, et pas forcément celui à qui profitait le crime, si j'ose dire. Et donc, on va voir qu'il y a des vraies sanctions qui touchent au portefeuille. Et là, c'est pour moi un des points essentiels de cette loi qui la rendra vraiment efficace. Et tout ça va reposer, on y reviendra dans la définition, sur en amont. Parce que la loi définit beaucoup de choses en matière de contentieux, comment ça va se passer, comment sanctionner l'atteinte illicite au secret des affaires. Mais cela n'est possible qu'à condition en amont, les juristes internes, les juristes d'entreprise, aient mis en place, à condition qu'elles aient mis en place des mesures, sans quoi un partenaire, enfin un tiers, aura beau jeu de dire, attendez, moi j'utilise, oui, peut-être que vous l'avez dans votre entreprise, mais vous n'avez pas écrit confidentiel, vous n'avez pas mis des mesures, même simples, pour le protéger. C'était dans l'entrée, dans votre hall d'accueil, j'ai trouvé ce document, ou autre. Et donc, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer. Et ça sera difficile après de dire à votre CEO, chef d'entreprise, ou votre directeur général, dire, bah oui, j'avais pas mis de mesures en place. Et donc, du coup, je ne peux pas intenter de procès et je ne peux pas faire valoir mes droits et surtout être indemnisé à la hauteur de mon préjudice. Voilà donc pour présenter très brièvement. Donc ça, c'est l'aspect économique. L'aspect juridique, on a vu qu'il y avait l'aspect législatif, il n'y avait que quelques points dans le droit qui étaient satisfaisants. Et on va revenir justement sur les attentes de ces entreprises au travers de quelques éléments à la fois chiffrés et historiques pour expliquer dans quel contexte tout ça est venu. Et ce n'est pas venu du jour au lendemain, ni du législateur européen, ni du législateur français. Très bien. Et peut-être pour donner juste la dimension un peu internationale du sujet, ce projet résulte d'une directive. Et la raison principale est liée au fait qu'il y a, alors assez curieusement, alors que le secret est le moyen de protection le plus utilisé par les entreprises pour protéger leurs informations, c'est également l'instrument juridique le moins efficace, juridiquement le moins protégé, et qui du coup a soulevé une question parce que on a constaté au niveau européen qu'il y a une forte inégalité au niveau de la protection des secrets des affaires. Il y avait des pays comme la Suède qui étaient extrêmement protecteurs. Et puis ensuite, il y avait d'autres pays qui étaient peut-être protecteurs sur les principes, mais finalement sur les sanctions, ils l'étaient moins. Et que lorsque on cherchait, pour une entreprise qui avait des activités en Europe,
et de chercher à comprendre à partir de quel moment l'information que j'ai, qui est une valeur, un actif de mon entreprise, est éligible à la protection. Finalement, ils constataient qu'en fonction des pays, la protection était totalement inégale. Donc ça a obligé... alors évidemment, on avait une meilleure protection par des accords de confidentialité qui est standardisé, mais en revanche, après, lorsqu'on réalisait qu'il y avait eu des violations de ces accords, ou tout simplement des usurpations de données ou d'informations qui avaient été effectuées, au niveau européen, on constatait qu'il y avait un écart important en fonction des pays. Et finalement, c'est dans ce cadre-là que, néanmoins, il y avait une étude qui avait été lancée en 2012, avant la soumission du projet, qui avait cherché à comprendre un peu l'intention que les entreprises avaient. Alors évidemment, et je pense qu'aujourd'hui, ce serait un lieu commun que de dire que c'était stratégique pour les entreprises de protéger l'information, mais c'était le point de départ qui était de se dire, voilà, il y a une illégalité, un problème d'harmonisation en Europe. On constate par des études que c'est néanmoins un souci pour les entreprises. Et donc à la suite de ça, la Commission a proposé son projet qui oriente vers l'harmonisation. Alors évidemment, c'est une directive, donc il y a encore des écarts possibles, et on en parlera à la fin de la présentation sur certains écarts dans certains pays en matière de protection. Mais en tout cas, ce projet a clairement été vraiment une source à la fois protégée en France, mais également au niveau européen, tant par rapport aux échanges intra-européens, mais aussi par rapport aux échanges ou des atteintes qu'on pourrait obtenir de l'étranger. Rapidement, dans cette frise, on peut voir un peu dans la durée comment l'évolution a eu lieu. Donc, au départ, évidemment, il y a eu les accords ADPIC qui ont déjà apporté leur base finalement sur la protection de l'information, mais qui étaient à nouveau insuffisamment transposés ou pris en compte dans les différents pays. On a eu l'étude dont on parlait en 2012, proposition de directive proposée en 2016 et avec une date de transposition l'été dernier. Et finalement, on constate qu'en 5-6 ans, le régime a été mis en place. Il y a certains pays qui n'ont pas encore transposé, Stanislas en parlera aussi, ce qui est assez curieux, notamment certains de nos amis qui ont pensé été plus efficace. Et en même temps, ce qu'on constate, c'est que ce sujet continue à être d'une actualité. Il y avait l'ACC qui avait effectué un sondage en fin 2018 pour essayer de voir un peu quelles étaient les préoccupations. Alors il y a l'effet RGPD, évidemment, qui quand on pose une question sur les données, la protection de l'information, un des premiers réflexes qu'on dit, c'est les RGPD forcément, c'est toujours le cas. Mais il y a également, en dehors du RGPD, le souci de la protection du patrimoine informationnel. Donc du coup, pour la présentation d'aujourd'hui, on a 3 grands volets. On va avoir évidemment la définition du secret des affaires, juste pour vous donner le cadre, et réfléchir un peu sur certaines définitions qui sont peut-être laissées à interprétation, mais aussi surtout on va avoir un aspect pratique sur comment est-ce que du coup on protège. Alors on protège sur des mesures organisationnelles dans l'entreprise, et Philippe, vous allez nous donner des tuyaux, des explications sur la méthodologie, et on parlera aussi peut-être un peu du guide CCI qui est extrêmement efficace sur la manière d'appréhender le sujet. On parlera aussi des contrats et comment ensuite mettre en œuvre dans les tribunaux la protection. On donnera un petit volet étranger. Et en termes d'approche, ce qu'on comptait faire, c'était qu'après certains sujets, on pourra faire une petite pause et si vous avez des questions, qu'on puisse au lieu de pousser les questions à la fin de la présentation, on pourra éventuellement les faire en cours de route pour que justement les idées puissent être soulevées au moment où on en parle, que ce soit plus efficace et si possible qu'il y ait de l'échange avec la salle. Voilà, peut-être Stanislas, je vais te laisser démarrer sur le point sur qu'est-ce que veut dire le secret des affaires et qu'est-ce qu'on doit comprendre de cette nouvelle définition. Oui, merci Michael. Je vous propose de passer donc ce qui va être le socle de notre présentation aujourd'hui. C'est ce que vous voyez à l'écran, la définition du secret des affaires. De façon intéressante, cette définition que vous voyez est maintenant tirée de la loi française. En effet, avec la transposition de la directive, on a maintenant dans le Code de commerce un article 151-1 qui, pour la première fois réellement, va introduire en France une définition du secret des affaires. Revenant à cette définition, elle passe par 3 points, 3 caractéristiques. Toute information va être passible d'une protection par le secret des affaires pourvu qu'elle rassemble ces 3 caractéristiques. La première, on va le voir, est assez intéressante parce qu'elle nous donne une idée de l'étendue finalement de ce qu'est le secret, ou ce que peut être le secret des affaires, parce qu'on va voir que c'est à vous finalement de le définir, ce secret des affaires. Première caractéristique à trouver dans l'information dont on va parler, c'est qu'elle ne soit pas généralement connue, nous dit le texte, ou aisément accessible. C'est très large.
il faut que cette information, finalement, ne soit pas quelque chose qui, dans l'industrie notamment, va être un lieu commun. Ou bien, il faut que celui ou celle qui va se prévaloir d'avoir cette information, probablement valorisable, on va le voir, puisse nous démontrer qu'elle n'est pas aisément accessible. C'est très vaste comme définition, c'est intéressant. Ça va bien sûr nous amener dans l'entreprise à nous saisir des flux d'informations, comme le disait M. de Robert-Hodeker, et essayer d'identifier les informations qui, de fait, vont relever du secret des affaires. Mais surtout, ça va nous donner conscience, et c'est peut-être aussi pour ça qu'on est là aujourd'hui, c'est pour cette prise de conscience, que l'information n'est pas forcément l'information technique, effectivement. On l'a mentionné en introduction, c'est une information qui peut avoir des natures assez diverses. D'ailleurs, pour s'en convaincre, c'est assez simple. Si on revient avant la transposition et l'effort législatif français, on se souvient tous, fragmentairement, en fonction de nos domaines d'intervention ou de spécialisation, qu'on a déjà vu le vocable secret des affaires, avant même qu'il soit finalement unifié par la loi française. Quelques exemples qui vous montrent qu'on peut être très loin des brevets et de la technique qui me sont chers. On a dans les conventions internationales fiscales, pour commencer très loin, la possibilité de résister à des demandes d'information internationales si on exergue du secret des affaires. Donc ça peut être très éloigné de la technique. On a également en France la possibilité de demander à l'administration des documents par une procédure qu'on appelle aujourd'hui par son petit nom de CADA. Et bien là aussi, dans la procédure CADA, on nous rappelle régulièrement que, effectivement, s'il y a des informations qui relèvent du secret des affaires, ça peut être une exception à la production d'informations par l'administration. Donc on comprend que le secret des affaires, c'est très vaste, ça avait des champs d'application multiples, mais il manquait un corps et un cœur. Donc on revient à ce premier critère, et ce premier critère nous rappelle simplement que toute information peut être concernée et que de deux choses l'une, soit elle n'est pas généralement connue, soit l'entreprise peut montrer, a posteriori probablement, qu'elle a mis en place les éléments pour que cette information ne soit pas aisément accessible. C'est la première grande condition. La deuxième condition, c'est que cette information qui est au centre de notre réflexion, nous dit le texte, revêt une valeur économique. La valeur économique, c'est essentiel. Si vous vous souvenez également, avant la transposition, il y avait des textes, notamment en concurrence communautaire, qui mentionnaient le fait que l'information devait être substantielle, on nous disait. Aujourd'hui, en France, on a choisi valeur économique. Je crois que c'est plus intéressant. Alors, justement, c'est écrit valeur commerciale, mais il y a eu tout un débat pour savoir si on mettait économique ou pas, sachant qu'il faut employer ce terme, enfin avoir à l'esprit d'abord que c'est la conséquence du fait de son caractère secret, que ça lui donne une valeur commerciale. Mais la valeur commerciale, effectivement, c'est plus au sens économique. Ce n'est pas une condition préalable, parce que bien souvent, et d'ailleurs le considérant 14 de la directive rappelait que ça peut être justement une avance technologique, un positionnement donc lié à la concurrence. Et c'est bien souvent d'ailleurs le marché qui va être le critère déterminant par rapport à ça. Et en plus, bien souvent, alors ça peut être une avance scientifique, etc. Bien souvent, en plus, la valeur on avait prévu que j'intervienne sur, que j'illustre ce sujet. C'est la valeur va être ab initio éventuellement lorsque je crée de l'information, et puis ensuite lorsque dans l'entreprise je l'assemble avec d'autres. Là aussi, on se pose la question, mais finalement, une information prise isolément, peut-être qu'elle ne valait pas grand-chose. L'adresse d'un client, peut-être que ça ne vaut pas grand-chose, mais n'empêche que savoir que ma base client, mes clients ont tel profil et que je les aborde de telle façon, ça, c'est une vraie valeur économique. Et il y a aussi des informations dont on se rend compte de l'importance au moment où on s'apprête à la divulguer. On a tous expérimenté ça dans une négociation. On voit combien l'autre est prêt à donner pour avoir accès à une de nos informations ou à abandonner dans le cadre de la négociation. Et donc, c'est à tout moment, et on en reviendra sur la gouvernance, qu'il faut se poser la question. Mais surtout, il faut bien avoir en tête que la valeur commerciale est, à mon sens, une conséquence du caractère secret, à condition... Tout ça se tient évidemment à condition que ce ne soit pas évidemment aisément accessible, etc. Et on va prendre d'ailleurs les secteurs d'activité en compte aussi. Il y a énormément de critères à prendre.
Je vous laisse aborder le dernier sur lequel je rebondirai. Oui, très rapidement. La dernière condition, et c'est finalement peut-être en pratique la plus importante pour nous aujourd'hui, et M. de Robert-Hodequer y reviendra, il faut que cette information qui n'est pas généralement accessible ou qui n'est pas généralement connue et qui a une valeur finalement, elle soit également traitée de façon appropriée par son titulaire, son détenteur légitime. Et il faut donc, nous dit le texte, que le détenteur légitime de l'information ait mis en place des mesures de protection raisonnables. Et raisonnable, effectivement, nous dit le texte, c'est quelque chose qui va être assez variable en fonction des circonstances, probablement en fonction du domaine, de l'industrie, des pratiques déjà en place. En tout cas, ce texte, dans sa dernière condition, nous renvoie la balle, la renvoie vers l'entreprise et dit à vous de vous saisir maintenant de ces informations qu'on a identifiées aux 2 premiers points, et à vous de mettre en place les mesures. Si ces mesures ne sont pas mises en place, on se prive finalement de l'application de la loi. Et donc, effectivement, on va prendre en compte le contexte de l'entreprise, on reviendra sur les critères, mais encore une fois, même la PME, elle a tout intérêt, la PME d'ailleurs, à prendre en considération ce texte-là. Et d'ailleurs, le guide sur lequel j'ai travaillé avec la Chambre de commerce et d'industrie de Paris s'adresse d'abord aux PME et aux TPE. Parce que c'est important, elles ont beaucoup à perdre et à gagner dans l'environnement international, et donc par des mesures parfois simples, elles peuvent vraiment se protéger et ensuite plus facilement faire reconnaître leur secret des affaires. On dit secret des affaires ou secret d'affaires d'ailleurs, pour ceux qui se posent encore la question. Et cela étant, je souligne ce point, c'est pas anodin, parce que il y a on parlait tout à l'heure de RGPD et on se disait, bon, maintenant les entreprises, on arrive à peu près à être compliant par rapport à ça. Sapin 2, très bien, mais tout ça aussi, ça ne concerne pas toutes les entreprises. Mais là, encore une fois, ça concerne toutes les entreprises. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais en fait, je sais que ça existe, la loi sur le secret des affaires, je l'ai vu passer, je vois à peu près ce que ça recouvre, mais concrètement, ça m'apporte quoi et qu'est-ce que je dois faire? Et alors, on a commencé par vous mettre quelques petits exemples que vous trouverez aussi dans le guide avec la CCI. Donc, ça englobe alors ce qu'on appelait, et ce qu'on appelle toujours d'ailleurs le savoir-faire, la stratégie commerciale, une information économique au sens large, donc du domaine technologique, scientifique, des fichiers clients ou fournisseurs, on en parlait à l'instant, des bases de données, des études marketing, des procédés de fabrication, ça pour le coup ça existait déjà, mais ça va au-delà, des réseaux commerciaux, des notes de stratégie, etc. Notes de stratégie, ça peut être une stratégie commerciale, mais aussi dans la stratégie commerciale, tout étant imbriqué, il peut y avoir l'avis d'un juriste. De mon point de vue, l'avis d'un juriste, à partir du moment où c'est sur, par exemple, un schéma contractuel, bien souvent, le schéma contractuel va nous permettre de gagner un marché par rapport au financement, par rapport à tout un tas de choses, à la responsabilité partagée ou non des partenaires. Et donc, c'est important d'avoir ça en tête. Alors évidemment, ce n'est pas opposable au juge pénal, ce n'est pas le legal privilege, mais dans le cadre du secret des affaires, les avis internes pourraient, sous certaines conditions, en fonction également d'ailleurs de ce que vous aurez mis en place dans l'entreprise, être considérés comme relevant du secret des affaires de mon point de vue. Alors le support de l'information est indifférent, donc effectivement, alors c'est bien souvent la plupart du temps électronique, ce qui est la force et en même temps la fragilité de notre patrimoine informationnel. Mais il faut bien avoir en tête que si vous ne l'avez pas formalisé à un moment ou à un autre, votre secret, il n'existe pas. Donc, il est important de se poser la question, de se dire, mais il y a des choses que l'on sait, qu'on utilise ou qu'on formalise au fil de l'eau au travers de certains contrats, on y reviendra. Mais cette approche, il faut l'avoir maintenant pour l'ensemble de l'entreprise. Alors, la définition est assez large. Il y a des critères souples, d'autres diront flous. Mais moi, je dis souple, et c'est très bien parce que dans l'entreprise, on a une vraie marge de manœuvre. Et en fonction de ce qu'on aura mis en place, ça va éclairer, ça va rendre efficace ou pas cette loi.
Alors d'abord, si vous ne mettez rien en place, ce que je disais tout à l'heure, on pourra toujours, un tiers risque de vous dire, mais vous ne l'avez pas protégé, donc vous ne considérez pas que c'est un secret, donc je peux l'utiliser et je ne vous dois rien. Donc ça, il en va de l'efficacité de la loi, de la pratique qu'on va mettre en place. Et puis le juge se fondera sur la pratique pour justement savoir s'il y avait des mesures raisonnables, si le contexte avait été respecté. Donc c'est assez rare, c'est en ça que c'est innovant. C'est vraiment le rôle des directions juridiques est primordial ici. Alors aider de leurs conseils, mais elles vont devoir mener un projet et on va y revenir. Alors voilà, là c'est pour illustrer le fait qu'on a tout un environnement d'information qui passe par le filtre de l'entreprise. Et on voit qu'il y a des choses, de toute façon, qui ne sont pas protégeables. Au contraire, qu'on a intérêt à faire savoir. Hein, les marques, évidemment, on ne va pas garder secret. Maintenant, ça résulte de toute une stratégie, le choix de la marque. Les brevets d'invention. Alors, vous allez me dire, les brevets d'invention, très bien. Il y a beaucoup de conseils en propriété intellectuelle qui me disent, bon, ben, en fait, finalement, qu'est-ce que ça apporte surtout, en tout cas, pour les aspects techniques et technologiques, qu'est-ce qu'apporte le secret des affaires ? Avant de déposer un brevet, il faut déjà garder secret, sans quoi l'activité innovante, tout ça, si tout le monde est au courant, évidemment, vous n'allez pas pouvoir déposer. Et puis surtout, si on vous prend cette information-là, ça vous cause un vrai préjudice. Et puis, une fois que le brevet est déposé, vous l'utilisez. Et vous l'utilisez en fonction d'un savoir-faire, en fonction d'une finalité propre. Et là encore, donc, vous allez utiliser les secrets d'affaires. Donc, même dans ce cadre-là, et encore une fois, le brevet n'est que la partie émergée de l'iceberg informationnel. Et donc, voilà, ça va passer par le filtre de l'entreprise. Et on va revenir sur ces différents éléments dans les slides suivantes. Alors, on disait jusqu'à présent, je ne sais pas si vous avez des questions, moi, peut-être les prévoir un petit peu plus tard, mais cela étant, elles sont les bienvenues. Parce que, pourquoi je dis un peu plus tard ? Parce qu'on va voir on va parler de la méthode que je vous propose notamment, et dans le cadre de la FJE. Et cette méthode va être éclairée aussi, elle est efficace que parce que justement la loi prévoit un certain nombre de mesures sur lesquelles on reviendra. L'approche contractuelle et contentieuse vont s'en trouver à la fois source d'inspiration et également modifiée. Alors c'est une nouveauté, il y a très peu de littérature et de références. On peut prendre comme référence Sapin 2 avec l'aspect cartographie, etc., sachant que c'est quand même assez lourd. Et c'est tout l'enjeu aussi, c'est de faire quelque chose qui vive dans l'entreprise au quotidien sans pour autant que ce soit une usine à gaz. Je ne dis pas que Sapin 2, c'est une usine à gaz et c'est essentiel, ne vais pas dire l'inverse, sauf que Sapin 2, il y a des seuils et ça ne concerne pas les PME. Nos entreprises sont seules pour apprécier des mesures de protection raisonnables et les circonstances, le rôle des directions juridiques, avec une approche stratégique, parce que finalement, on va aller trouver les différentes directions en disant dis-moi ce qui est important. En tout cas, je vais t'aider à réfléchir sur ce qui est important et que tu dois protéger. Vous savez, souvent, d'ailleurs, quand on fait un NDA, les gens, alors il y a les ingénieurs notamment qui nous disent de toute façon, ça, tout le monde le sait, c'est pas la peine de protéger, un NDA, c'est pas la peine. Alors, je leur pose la question, mais... et donc, si j'affiche en 4x3 dans la rue ce que tu veux échanger, ça pose pas de problème ? Ah bah non, surtout pas. Donc, du coup, on se rend compte de l'importance du NDA à ce moment-là et de l'approche qu'il faut avoir. Alors, voilà, on vous a mis la référence et voilà à quoi ressemble le guide FJE CCI. Alors, là, c'est une petite illustration pour vous montrer le processus créatif dans l'entreprise. Il y a plein de façons de le présenter. Voilà, c'est en permanence qu'il faut se poser la question de est-ce que je garde en interne, est-ce que j'externalise mon information ? Oui, parce que je n'ai pas dit ça aussi. Il y a dans les risques et dans l'enjeu du secret des affaires,
Et il y a le fait que vous avez des sous-traitants qui sont in situ chez vous, et à l'inverse, vos données qui sont logées je ne sais où dans le monde. Et donc, le meilleur moyen de protéger une information, c'est de pas la divulguer. Il n'empêche que si vous gardez rien, vous gardez pour vous. CF Kodak, qui avait inventé avant tout le monde l'appareil numérique, qui s'est dit bon, je vais le garder. Et puis maintenant, on n'entend plus parler de Kodak. Donc, il faut échanger, ne serait-ce que pour que ce que vous avez créé, si vous avez une longueur d'avance, ça devienne la norme et que du coup, votre produit trouve un écho sur le marché. Donc, on va s'apercevoir que le juriste intervient à tous les moments du processus créatif. Alors, on va externaliser à un moment donné avec des droits de propriété intellectuelle, et surtout en interne, je pense que beaucoup ont déjà mis en place une charte informatique. Tout le monde n'a pas forcément une procédure de classification de l'information. Souvent, on dit à usage interne, confidentiel, très confidentiel, ou des termes équivalents. Et ce n'est pas le tout de classifier, c'est dire que doit-on faire dans ce cas-là ? Comment je l'utilise ? Est-ce que là, il doit y avoir un accord de confidentialité systématique ou pas ? Qui va décider de ça ? On va y revenir. Mais avant toute chose, il faut décrire ce patrimoine informationnel à un moment, un endroit ou un autre. Alors ça peut être sous n'importe quelle forme. On parlait l'autre jour, ça pourrait pourquoi pas être une vidéo, mais souvent ça va être de l'écrit, en tout cas ça va être sous forme électronique. Et alors le juriste, il intervient à chaque fois qu'il y a de l'information qui sort. Alors j'ai mis un certain nombre d'exemples de contrats, et le juriste de documents, parce qu'il y a le juriste contrat, alors les NDA, on aurait pu les mettre tout autour, mais il y a aussi celui qui va faire du droit des sociétés. Il faut se poser la question, est-ce que mes registres, c'est pas du secret des affaires ? J'ai quand même tendance à penser que oui, et ça doit être pour le coup par défaut protégé. Il faut penser d'ailleurs aussi que ce sont les premiers documents que l'on regarde dans le cadre de due diligence. Donc là aussi, pour valoriser votre entreprise, si on s'aperçoit que la procédure mise en place n'est pas très efficace quand il y en a une, la valeur d'acquisition va dépendre de cela aussi. Et donc on va revenir sur les contrats parce qu'on se pose un certain nombre de questions et finalement le juriste, la première chose qu'il fait, c'est poser beaucoup de questions pour s'assurer de la bonne solution à apporter. Et l'idéal, c'est que ce soit son interlocuteur qui dise de lui-même, en fait, oui, tu as raison, c'est pas ce que je disais au départ, c'est vraiment ça. Et on le fait par un jeu de questions, par la maïeutique, et on lui fait se poser des questions et arriver à la vérité. Et ben, ce questionnement au travers de chaque contrat, il faut l'avoir maintenant sur l'ensemble de l'entreprise. Pour autant, les contrats et les NDA, une fois on m'a dit, bon, il n'y a plus besoin de NDA avec le secret des affaires. Non, 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 au contraire, sauf que la gestion de l'information devrait être facilitée. Donc il faut prendre en compte un certain nombre de risques et tirer de la pratique. Et voilà, je vais surtout passer tout de suite à la suivante, c'est-à-dire qu'il faut du coup mettre en place une méthode. Alors, voilà, celle que je propose. Alors, souvent, on dit en 3 ou 4 points, un peu plus détaillé. D'ailleurs, on pourrait même mettre un premier point, c'est la sensibilisation dans l'entreprise. Avant de faire quoi que ce soit, il faut un peu parler au top management et dire, ben, voilà, en quoi... C'est d'ailleurs ce pourquoi vous êtes là ce matin, j'imagine, c'est expliquer aussi pourquoi c'est important de protéger le secret des affaires. À partir de là, vous allez faire une cartographie, mettre en place des groupes de travail. Alors, donc on pense évidemment, vous allez sans doute travailler avec le directeur des systèmes d'information, vous allez avec les DRH, mais aussi aller voir la direction commerciale, la direction marketing, etc. Il va falloir définir des critères en vous disant mais finalement mon information elle sert à quoi, pourquoi elle a été créée, pourquoi elle est assemblée comme ça. Il faut bien se dire qu'il y a autant de secrets d'affaires qu'il y a finalement de façons d'assembler l'information. Et ça c'est un point important. Et donc on va prendre en compte des critères intrinsèques, la façon dont l'entreprise est organisée, la façon dont elle rédige, dont elle mène ses opérations. On parlait tout à l'heure de cahier des charges, par exemple, de réponse à appel d'offres, de structuration d'un contrat. Et puis il y a des critères extrinsèques, le marché visé en amont, l'étude de marché, les bonnes pratiques, et en aval, le retour d'expérience que vous avez de
de ce marché. Donc les critères, il y a aussi peut-être des critères financiers qu'il faudra prendre en compte. Et on ne va pas rentrer dans le détail, mais parce que l'enjeu, effectivement, la valeur du savoir-faire n'est pas, loin s'en faut, visible dans le compte de résultat ou le bilan. Donc, mais il n'empêche qu'il peut y avoir des éléments intéressants pour arriver à identifier ce secret d'affaires. Alors après, on met en place, on va classifier, parce qu'on ne va pas traiter de la même façon toutes les informations. Et comme c'est le cas aujourd'hui dans les accords de confidentialité, on ne va pas dire que tout se vaut. Pour le coup, le juge aurait beau jeu de dire attendez, le fait de vous rencontrer mercredi prochain à 14h, je ne suis pas sûr que ce soit une information clé. Donc, du coup, ça crée le doute sur les autres informations. Donc, il vaut mieux ne pas couvrir tout cela, ne pas couvrir par défaut tous les échanges d'informations. Donc, dans les mesures de protection, alors, donc on parlait de procédure de classification, ça peut être dans le cadre d'un règlement intérieur modifié, d'une charte informatique, on l'a dit. Il faut penser tout simplement aussi avec les gens de la sûreté et de la sécurité, quand vous en avez dans l'entreprise, mais au moins les responsables de site, finalement, où est-ce que vous logez vos principaux secrets, vos contrats? Est-ce qu'ils sont un peu protégés? Donc ça va être par des mesures concrètes qu'il va falloir se poser la question. Est-ce que il y a la question de la traçabilité notamment, et quand vous faites de la recherche et développement, vous pensez à des cahiers de laboratoire en disant tel jour, telle heure, j'ai travaillé sur tel sujet, ce qui permet de tracer l'information, de voir quand est-ce qu'elle est née. Donc c'est vraiment dans tous les recoins de l'entreprise qu'il faut se poser la question. Après, alors c'est sûr que l'échange d'emails va aussi aider au redater finalement une information. Mais il faut aussi se poser la question de l'habilitation, de mots de passe, évidemment de filtre écran. On cite toujours le Thalys ou le Paris-Toulouse, où il y a tous les sous-traitants qui vont faire, à voix haute, se préparent à la présentation qu'ils vont faire à leurs prospects ou donneurs d'ordre. Et puis évidemment, il y a le concurrent qui est dans le siège juste devant. Et vous savez que c'est dans le Thalys où il y a le plus de vols de PC d'ailleurs. Donc on parlait d'espionnage industriel. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on était assez coincé quand on disait bon, je pense qu'il y a un espionnage industriel, qu'est-ce qu'on peut faire? Espionnage industriel, dans la loi, on ne trouvait pas grand-chose. Donc là aussi, il y a un certain nombre d'éléments de réponse qui nous sont apportés grâce à la loi. Donc alors après, donc, du coup, voilà, il y a des mesures techniques, physiques, des mesures juridiques, des procédures en interne. Il faut se poser la question du besoin d'en connaître, parce qu'on travaille tous sur des comment on appelle ça, de manière collaborative, c'est assez ouvert. Alors si tout le monde a accès à tout dans l'entreprise, finalement, quel est le degré de sensibilité de l'information? Est-ce que du coup il faut l'exclure régulièrement et la sanctuariser, sachant qu'il y a une certaine souplesse avec le secret des affaires, contrairement justement au droit de propriété intellectuelle qui fige dans la durée ce qui était au départ secret, enfin, le patrimoine informationnel. Là, il y a quand même plus de souplesse. L'idée, c'est d'être en mesure de prendre à un instant T une photo dans l'entreprise de ce qui fait votre avantage concurrentiel. Il faut se poser la question des organes de décision, avec des membres habituels ou occasionnels. Par exemple, si je me pose la question un matin, est-ce que ça c'est sensible, à qui est-ce que je suis la meilleure personne? Alors la direction juridique, je pense qu'il faut qu'elle soit un peu tout le temps dans la boucle pour aider à ce questionnement. Elle n'a pas forcément la réponse. Est-ce que cette information est sensible ou pas? Donc peut-être qu'il faut par essence que la personne en parle d'abord à son supérieur hiérarchique, ou il faut aussi, je pense, prévoir un organe de décision qui serait l'ultime recours. Alors on peut penser évidemment par défaut le COMEX, mais peut-être pas tous les jours le consulter et se dire finalement comment je vais externaliser, utiliser cette information. Alors voilà, des modalités de contrôle. Il faut évidemment sensibiliser les équipes et les partenaires extérieurs et prévoir des audits en interne
même léger, mais au moins s'assurer que la procédure est respectée, et puis aller voir chez les partenaires extérieurs, enfin, les partenaires extérieurs, est-ce qu'ils gèrent bien l'information que je leur donne, et peut-être avec des clauses d'audit qu'on verra dans les aspects contractuels. Donc, ce qui est sûr, c'est qu'il faut organiser tout ça dès aujourd'hui. Le secret des affaires, on l'a vu, c'est complémentaire de droits existants, complémentaire de droits de propriété intellectuelle, mais également, ça va permettre de vraies décisions stratégiques, puisque on va se poser la question, est-ce que je garde secret ou est-ce que j'externalise? Et avant, on n'a pas trop le choix. On disait, bon, ben, si je dépose un brevet, bon, le problème, c'est que mes concurrents vont être au courant des sujets sur lesquels je travaille. D'ailleurs, il y en a même qui poussent le vice à faire des brevets leurs, à déposer des brevets leurs pour faire croire qu'ils travaillent dans telle direction, et en fait, ce n'est pas le cas. Donc là, en fait, on va se poser vraiment la question, est-ce que j'externalise ou pas? Et finalement, il y aurait peut-être plus de sociétés comme Coca-Cola qui n'a jamais divulgué sa formule. Mais peut-être qu'aussi aux États-Unis, ils avaient mis en place justement certaines mesures, mais ils avaient aussi les moyens de protéger leurs secrets. On va aussi, ça va faciliter les négociations, puisque je saurai déjà à l'avance ce qui est susceptible d'être sensible et qui doit être pris en compte. Et dans le cadre de la résolution de différends, parce que vous aurez mis en place une traçabilité, mais aussi dans le cadre peut-être de négociations avec des autorités françaises ou étrangères, en disant, bah, écoutez, notamment dans le cadre d'un contentieux, attendez, là, vous voyez bien, moi, c'est écrit en gros secret des affaires dessus, donc on ne peut pas traiter ça n'importe comment. Donc, même si le secret des affaires n'est pas opposable à un juge d'instruction, par exemple, il n'empêche que le fait de dire « regardez, c'est secret les affaires », ça permet d'attirer l'attention pour qu'il traite d'une certaine façon le sujet. Alors, il y a aussi l'intérêt du secret des affaires, c'est qu'on va aussi oser ester en justice. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de procès qu'on n'ose pas intenter, ou alors on n'ose pas demander des dommages d'intérêt à la hauteur de notre préjudice, parce que sans quoi il faudrait se mettre à nu et dévoiler ses marges. Et donc on va enfin se dire, ah ben là je peux oser faire valoir mes droits en justice, parce que c'est réellement protégé, en tout cas la possibilité de le faire. Alors, je vous ai mis pour mémoire que c'était distinct d'autres secrets, donc on vient d'évoquer. Juste, alors ce n'est pas legal privilege, et juste par rapport au secret défense, confidentiel défense, il y a un certain nombre d'entreprises dans le domaine de la défense qui se disent, bon ben finalement, moi c'est assez bien cadré, c'est même organisé par la loi. Oui, sauf qu'il s'agit des informations de l'État. Alors souvent, les intérêts se recoupent, puisque c'est protégé par la loi, mais ce sont les intérêts de l'État. Ce ne sont pas les intérêts de l'entreprise. Et donc, ça ne recoupe pas tous les enjeux qu'on peut avoir dans l'entreprise. Et donc, il faut également, dans ces entreprises-là, avoir une procédure adaptée. Donc, il y a un enjeu stratégique. Ça va permettre aux entreprises françaises, puisque c'est celle-ci dont on parle plus particulièrement ce matin, d'être plus offensives et tout simplement de renforcer leur positionnement sur le marché. Merci. Donc, comme l'a dit M. de Robert-Oetker, l'information qui est dans l'entreprise doit aujourd'hui, très clairement, elle le faisait déjà, mais être l'objet d'un process à toutes les étapes de sa création et de sa circulation. Et dans ce process, vous serez amené, c'est juste une petite slide de rappel, à toujours vous poser la question de est-ce une information qu'on peut divulguer pour obtenir un avantage concurrentiel, et dans ces cas-là, la propriété industrielle telle qu'on la connaissait jusqu'ici est probablement toujours adaptée, parce que la divulgation n'empêchera pas un retour sur investissement. Ou est-ce qu'au contraire, eh bien, à présent, on peut s'appuyer de façon plus certaine sur le secret des affaires et se dire, même si je garde l'information devers moi secrète, eh bien, j'arriverai quand même à la valoriser, comme on le disait, par l'exploitation contractuelle et puis éventuellement par les actions judiciaires. Donc aujourd'hui, cette dichotomie qui existait déjà est renforcée. Alors peut-être avant de passer sur le sujet des contrats, est-ce que vous avez des questions sur la méthodologie, la cartographie, la description, sur comment convaincre la direction que bon, après cette session, il va falloir mettre en place quelque chose?
toute cette procédure de classification à mettre en place, extrêmement rigoureuse, etc., elle est probablement plus simple à mettre en œuvre dans un grand groupe que dans une TPE, PME. Ça, c'est la première remarque. La deuxième remarque, c'est qu'elle n'est pas toujours évidente à faire, cette classification. Parce qu'on sait très bien que l'information, elle est diffuse. Et qu'à un moment donné, la vérité n'est pas la même concernant le degré de confidentialité à conserver à l'information. Et il y a un troisième point que je voulais relever, mais peut-être vous allez en parler après dans le volet contrat. Vous disiez, oui, il y a le tout confidentiel ou le confidentiel identifié, si je puis résumer comme ça, dans un contrat. Et si j'ai bien compris ce que vous disiez, Philippe, c'est quand même dangereux de présumer tout confidentiel, si j'ai bien compris. Bon. Sauf que ça permet de renverser la charge de la preuve. Parce qu'on sait très bien qu'on a beau faire les meilleurs accords de confidentialité ou plusieurs séries d'accords adaptés en fonction du type d'échange, etc., de confidentialité, on sait très bien que ça se fait dans l'urgence, que la plupart du temps, les informations échangées ne sont pas listées de façon correcte, voire pas conservées. Surtout qu'elles ne sont pas forcément créées au moment où elles... Exactement. Donc ça a quand même la vertu, sauf si, ce que je ne sais pas, cette loi sur le secret d'affaires inverse la donne ou modifie cet examen. Mais dans bien des cas, j'ai préféré présumer que tout était confidentiel, quitte à rapporter la preuve contraire. Voilà. En fait, l'idée, c'est aussi de faciliter les échanges futurs, c'est-à-dire que, justement, couper court à toute discussion à partir du moment où ça a été bien identifié comme tel. C'est d'abord ça l'intérêt, et puis après, il y a ce qu'on pourra en penser le juge. Pour revenir sur l'aspect, oui, toutes les entreprises ne vont pas mettre en place les mêmes choses. Mais je pense qu'il y a beaucoup de grandes entreprises qui ont déjà, d'ailleurs, ces procédures de classification. Mais ça n'empêche qu'il faut quand même les relire à la lumière de cette loi. Et on attendra sans doute plus d'elles, justement, de vigilance par rapport à ça, qu'une PME. Bah, oui, moi, je suis toujours par Mons et par Vaux, je ne suis pas dans mon bureau à faire des belles procédures. Et justement, tout l'enjeu et des praticiens, ça sera de trouver justement ces bonnes pratiques et d'échanger à ce sujet, de les diffuser, notamment, et c'est l'intérêt de nos discussions dans le cadre de la FJE, justement, c'est et surtout là, dont il va dépendre l'efficacité de cette loi, c'est comment une PME, qu'elle ait 100 ou 50 personnes ou moins, peut se protéger. Donc, il y a un minimum de choses. C'est-à-dire, au lieu de peut-être de laisser le contrat sur la table, elle va peut-être le mettre dans une armoire. Bon, rien que ça, déjà, ça montre que vous avez mis en place quelque chose. Enfin, voilà, il faut un peu le formaliser, mais c'est par des choses simples. C'est le filtre écran lorsque vous êtes dans le Thalys. Enfin, voilà, un certain nombre de choses, parce que si tout est toujours ouvert, effectivement, on ne pourrait pas dire que vous avez mis en place des techniques de protection. Est-ce qu'on peut aussi dire que, finalement... Quand on regardait les critères, on voyait qu'un des critères de mesure de protection, c'est selon les circonstances. Et évidemment, vous avez totalement raison pour dire que les circonstances peuvent varier en fonction du grand groupe ou du petit groupe. Je pense que dans la logique de proactivité, ne serait-ce mettre en place un process ou le formaliser, le documenter, montre déjà la démarche que l'entreprise a. Et ça, je pense que une TPE, PME pourra le faire. Alors, un niveau de sophistication différent, évidemment, mais je pense que c'est un bon point de départ le jour où il faudra plaider le fait qu'il y avait une intention réelle de protection. Encore une fois, n'hésitez pas à compulser ça. Et je vous en prie. Oui. Oui, alors puisque j'ai le micro. Oui, bonjour Yves Blouin, Fédération des industries mécaniques. Nous sommes aussi d'ailleurs partenaires du guide CCI à FJE. Vous avez tout à fait raison de voilà, tout à fait. Et nous avons contribué modestement, mais je dirais juste une remarque, c'est un gros avantage de ce guide, c'est sa grande simplicité. Voilà, donc voilà. Et puis il y a aussi un guide MEDEF qui va sortir la semaine prochaine, et c'est pas concurrent. Et comment dire, ça complète bien l'information. Si j'ai coordonné ce travail au MEDEF pour détailler un petit peu tout ça, là, ce sera beaucoup plus détaillé avec des fiches pratiques. Donc le tout, c'est effectivement d'insister, je pense beaucoup, comme vous l'avez dit très justement, sur la prévention, parce qu'une fois qu'on arrive au contentieux, c'est beaucoup plus compliqué en réalité, et la prévention interne et externe. Et c'est vrai qu'à propos de ce qui vient d'être dit sur les NDA, et c'est vrai que nous, on nous a demandé, par exemple, nos adhérents nous demandent, mais maintenant qu'il y a la loi secret d'affaires,
Bon, bah, du coup, on va pouvoir se passer de faire des NDA. On leur dit pas du tout. Vous avez une loi, mais si vous prenez pas les mesures raisonnables voulues Ça fait par la partie loi, de ces mesures. bah, je pense que même s'il faut pas en faire de façon systématique et aveugle, c'est évidemment une des mesures externes qu'on peut prendre. Et effectivement, nous, alors notre position, en tout cas quand on conseille nos adhérents, c'est plutôt de dire faites les deux, mettez une protection globale, et puis sont notamment couverts tel et tel document technique notamment, etc. Bon, enfin, ça, j'imagine qu'on n'est pas les premiers à avoir eu On peut le faire au fur et à mesure en disant je tire votre attention sur le fait que ça, c'est... aussi au cours de la relation. Et puis, à propos, juste une remarque à propos des mesures techniques de protection, disons, de l'information dans l'entreprise. Il y a aussi, en matière de RGPD, il y a un guide de la CNIL qui est assez bien fait, qui donne une liste de mesures de protection possibles en termes de sécurité informatique. C'est pas la même finalité, bien sûr, ici, C'est ça. mais ça peut concourir à la mais même... il y a déjà eu ce travail de réflexion, et c'est pas la même finalité, également. parce que dans un cas, c'est les intérêts de personnes physiques, de tiers en tout cas. Là, c'est vraiment l'entreprise. Et c'est vrai que la distinction parfois est ténue, mais c'est important, la finalité est différente. Mais c'est très bien, effectivement. Alors, raison de plus pour être vigilant, parce que si maintenant le MEDEF a son guide, ça veut dire que le chef d'entreprise, il va vous attendre. Il va dire, bon, ben, vous avez vu le guide, vous en êtes où? Voilà, on ferme la parenthèse. Déjà, pour dire, vous avez parlé de sensibilisation. Pour l'instant, moi, ce que je constate, c'est qu'il y a encore beaucoup de NDA qui sont unilatérales. Donc, je suis d'accord avec vous, dans la réponse à l'appel d'offres, par exemple, il y a des informations confidentielles, mais souvent encore, moi je suis côté client, je reçois des NDA où c'est unilatéral. Ensuite, sur tout confidentiel ou rien confidentiel, je pense qu'on ne peut pas dire que tout est confidentiel. En général, on peut déjà reprendre les textes de la loi qui disent informations généralement pas accessibles, et on peut ensuite effectivement essayer de définir des catégories. Je suis aussi frappé, les NDA, c'est les mêmes partout. Et par exemple, moi je ne suis pas du tout dans la chimie, j'ai un client qui est dans la chimie, il va m'envoyer un NDA, et dans la définition des informations confidentielles, il y a des choses qui se rapportent à la chimie, qui n'a absolument rien à voir. Donc il y a aujourd'hui encore beaucoup de juristes aussi, parce que souvent les NDA sont faits par les juristes, ne font pas l'effort d'adapter leurs documents. C'est un document générique que, à la rigueur, vous pouvez trouver sur Internet. Enfin, moi, je constatais que la qualité, quand même, est... Mais effectivement, comme Madame l'a dit, Madame l'a dit, souvent, ça c'est dans l'urgence. Vous recevez un NDA à 10h, on vous dit qu'il faut le valider avant midi. Donc, il vaut mieux un mauvais NDA que pas des NDA du tout. Voilà, enfin, bon, oui, mais... Et encore que... Et ensuite... j'entends tout ce que vous dites, qu'il faut qu'on mette en place, mais après, effectivement, c'est une chaîne. C'est-à-dire que le problème, c'est que, par exemple, nos avocats, nos amis avocats, ok. Est-ce qu'eux aussi se sont adaptés à la loi et en même temps, des secrets d'affaires aussi. Voilà, et on peut pas aller vérifier tout ce qu'on fourne de sous-traitants. C'est juste matériellement impossible. Donc la limite de tout ça, c'est que le maillon faible, c'est toujours les autres. Et même si vous êtes dans les contrats des clauses, alors, je veux dire, on peut améliorer notre protection, mais il ne faut pas non plus... Sauf que jusqu'à présent, quand effectivement le mal était fait, que c'était connu, c'était très difficile de se faire indemniser. Imaginons justement que vous n'utilisez pas une donnée, un secret d'affaires, ou peu, parce que ce n'est pas votre stratégie, parce que vous êtes trop petit, c'est trop tôt, et qu'un tiers, une grande entreprise dans un pays étranger, l'utilise, ou en France, l'utilise, et à votre détriment, et après vous allez le trouver en disant mais attendez, moi vous m'avez causé un préjudice. Ah bon, votre préjudice, il est de combien? Il est de 0, vous ne l'utilisiez pas. Mais on va voir que dans la loi, finalement, on va considérer le chiffre d'affaires réalisé par celui qui aura, de manière illicite, utilisé ce secret des affaires. Donc, c'est très important. On va revenir aussi à l'importance aussi de clauses contractuelles, puisque, bien que ce n'était pas notre préférence, dans la loi, le reverse engineering est possible. On peut démonter et en déduire un certain nombre de choses.
Mais contractuellement, enfin, je ne veux pas déflorer le sujet, contractuellement, vous allez pouvoir dire, à condition que ce ne soit pas évidemment un produit standard, mais à votre client, voilà, je vous ai fait ce produit sur mesure, même si le sur mesure, c'est que 5%, eh ben, vous pouvez lui interdire le reverse engineering et donc le fait de s'approprier tout le savoir-faire, tous les secrets qu'il y a à l'intérieur de votre produit. Voilà. Peut-être sur continuer sur les contrats, mais je suis entièrement d'accord avec vous sur le fait que quand on constate le nombre de NDA qui circulent, que ce soit sur les projets transactionnels, sur les contrats de dernière minute, sur les acquisitions dans le M&A, dans les recherches-développement, la qualité est très variable et effectivement, il y a une pratique plus ou moins large, notamment sur la définition de ce qui est confidentiel et les conséquences. Mais ce que vous disiez, Philippe, c'est... Moi, ce qui m'a frappé, en tout cas, c'est qu'aujourd'hui, c'est plus du tout anodin de se dire si jamais je reçois de l'information que j'ai un NDA et qu'avant je disais bon, un NDA c'est important, il faut en avoir un en place, ne serait-ce que par principe, peut-être par effet psychologique. Les cas où on a constaté, en tout cas pour ce qui me concerne de mon expérience, quand j'ai eu des cas où on a constaté qu'il y avait le co-contractant qui avait, parlé en public, a fait une interview ou je ne sais quoi, et qu'il avait violé l'engagement de confidentialité, à part une mise en demeure ou une lettre, une note ou quoi que ce soit, on savait que derrière l'indemnisation, l'efficacité n'était pas forcément garantie sur qu'est-ce qui allait se passer par la suite. Mais maintenant, et on en parlera un peu plus tard, ce mécanisme d'indemnisation qui est maintenant prévu, qui ressemble plus à ce qui existait, si je comprends bien, en matière de brevet, je pense, va conduire à regarder ces accords différemment. Alors sur les contrats, on se constitue des preuves a priori aussi. Absolument. On se rapproche vraiment de ce qui existait déjà en propriété industrielle. Ouais. Alors du coup, on va passer assez rapidement, parce que le temps avance, je vais passer rapidement sur certains aspects contractuels, et je pense que ce qui est intéressant, c'est justement cet échange qu'on a eu, et qu'on a eu aussi sur les contrats. Alors, sur les contrats, le principe de base, c'est évidemment, on ne peut pas être propriétaire d'une information à la base, et donc la notion d'information propriétaire, par exemple, est un non-sens, le proprietary information, qu'on voit souvent, notamment dans l'NDA anglo-saxon. Et donc, comment est-ce qu'on le protège, l'information ? On le protège par les obligations de faire ou ne pas faire. Alors, parfois dans des NDA unilatérales ou des mutuelles. Enfin, en tout cas, la mécanique pour protéger l'information passe par le contrat. Alors, le contrat au sein de l'entreprise, ça va être le contrat de travail, ça va être la charte, le règlement intérieur par rapport aux salariés, et puis par rapport aux partenaires extérieurs, ça va être les différents types d'accords qu'on a en place. Et c'est ça qui va conduire ensuite à ce que l'on cherche à organiser dans le contrat la manière dont on va traiter et protéger l'information. Et il y a un aspect supplémentaire qu'on doit garder à l'esprit, c'est que parce que le contrat est l'outil permettant d'assurer le secret et la protection de l'information qui n'est pas protégée sinon, parce qu'elle n'est pas propriétaire, alors du coup c'est par le contrat qu'on va aussi créer la valeur pour l'information. Et tout à l'heure on parlait du fait que un des critères était le fait qu'il y a une valeur commerciale du fait de son secret. C'est lié à ça en fait, c'est le fait que le contrat va aussi apporter de la valeur à l'information. Alors tout ça c'est un peu conceptuel. Là, on a listé un peu les différents types de contrats qu'on peut avoir en place. Alors, c'est vraiment pas exhaustif et il y a une petite description qui est pas... C'est un point de vue, sur mon point de vue. Après, on peut avoir différentes définitions, certainement, et différents types de contrats. Mais en gros, en grande masse, dans l'expérience qu'on voit comme type de contrat, on a les accords par lesquels on communique de l'information et on cherche à la protéger à la base. Ensuite, on a les accords par lesquels on cherche à valoriser en mettant un prix sur l'information, par un contrat de communication de savoir-faire, par exemple. On a des accords par lesquels on peut... non, c'est pas un accord par lequel on communique de l'information ou par lequel on valorise l'information, mais des accords par lesquels on valorise l'information en empêchant son utilisation. Par exemple, un accord de non-concurrence, c'est une forme de protection de votre information dans la mesure où vous dites à quelqu'un vous ne pouvez pas exercer cette activité dans ce domaine-là, et donc associé à ça, vous ne pouvez pas diffuser de l'information dans ce domaine non plus. Mais finalement, et ce qu'on disait au départ, c'est que tous les contrats aujourd'hui, évidemment, doivent tenir compte de cet engagement, de ces critères de confidentialité, et qu'il faut vraiment prendre comme pratique contractuelle. Et peut-être que c'est une évidence pour tout le monde, et du coup, je n'en passerai pas plus de temps là-dessus, mais c'est que tous les accords, que ce soit le NDA, mais les contrats d'approvisionnement, les contrats de distribution, les bons de commande, tout document qui est contractuel doit tenir compte de cette dimension-là. Et c'est pour ça que sur la pratique des clauses de confidentialité, ensuite, il faut se poser les questions, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors là, on a fait un tableau qui
résume un peu les différents concepts qu'on peut voir, sur lesquels il faut s'arrêter lorsqu'on réfléchit sur la protection contractuelle de l'information. Alors, l'objectif n'est pas de faire un cours un peu scolaire sur qu'est-ce qu'il y a dans une clause de confidentialité. Je suis sûr que vous savez parfaitement qu'est-ce que vous faites dedans, mais en tout cas, c'est un espèce de pense-bête qu'on peut avoir parce que avec les nouveaux critères des secrets des affaires, l'idée de se dire comment est-ce que je vais démontrer que l'information que j'avais communiquée faisait partie de mes secrets des affaires, c'était peut-être une information confidentielle dans un accord, mais est-ce que pour autant c'était du secret des affaires? Parce que ce n'est pas juste parce que c'est secret que c'est le secret des affaires, c'est pas parce que c'est une information confidentielle, c'est parce qu'il remplit les critères maintenant qui sont prévus dans la loi. Et donc lorsqu'on rédige la clause, peut-être garder juste à l'esprit cette idée-là. Quand on va se poser la question sur est-ce que l'information, comment est-ce que je vais faire en sorte que l'information ne soit pas aisément accessible ou connu de tous, je mets en place des clauses, alors c'est un peu basique, mais je mets en place des obligations de non-divulgation, des restrictions d'accès à certaines personnes, je vais sécuriser les lieux de stockage, enfin, m'assurer à ce que l'information ne peut être utilisée que dans certains lieux de stockage. Donc je vais m'assurer que dans ma clause, j'ai ces principes qui sont affichés. Lorsque j'ai besoin de prouver un deuxième critère qu'il y a des mesures de protection appropriées, raisonnables, en fonction des circonstances pour l'information, je vais avoir un certain nombre d'éléments dans mes clauses sur justement les mesures techniques de protection qui sont nécessaires, comment est-ce que j'assure la traçabilité de l'information, comment est-ce que je peux auditer, comment je peux m'assurer que si j'oblige quelqu'un à respecter la confidentialité, comment est-ce que je peux tracer derrière ce qu'ils ont fait et qu'est-ce qu'ils doivent en faire à la fin de la relation, la restitution, la destruction de l'information. Donc, tous ces sujets-là, il faut juste les prendre avec cette nouvelle angle des critères qui sont fixés par la loi. On revient à ce qu'on disait aussi tout à l'heure, c'est-à-dire le fait de tout classifier, est-ce que c'est raisonnable compte tenu du contexte? Donc, parce qu'à contrario, on pourrait dire ce n'est pas raisonnable, et voilà, et ça risque de faire tomber l'édifice. Parce que si on met en place des procédures trop contraignantes et qu'on ne les suit pas, et déjà aujourd'hui, celles qui existent, est-ce qu'elles sont bien suivies? Bon, et donc si on ne les suit pas, ça risque de faire tomber tout l'édifice. Et donc il faut quelque chose d'assez souple, sans pour autant être trop contraignant. Maintenant, ça n'empêche pas, c'est comme la question, est-ce que dans ma classification, seulement le dernier niveau est un secret d'affaires ou l'ensemble? J'ai plutôt tendance à penser que c'est l'ensemble, mais on peut en discuter. C'est l'ensemble, sauf que du coup, une information un peu plus anodine, alors vous aurez moins de chances de la faire valoir ensuite, en termes de préjudice ou autre. Il n'empêche que ça procède quand même du même état d'esprit. Alors peut-être, est-ce que du coup vous avez des remarques juste Alors ça c'est un très bon point, la question du forum shopping. Alors le premier point, et Stanislas, tu auras peut-être un avis contentieux dessus, mais ensuite en termes de responsabilité, on a des textes qui vont sanctionner la violation des secrets des affaires, et c'est des textes bien spécifiques. Et puis ensuite, vous avez un autre régime qui est le régime de responsabilité contractuelle. Et effectivement, un des sujets va être de se dire, si jamais je cherche à protéger mon information par un NDA soumis au droit français, au tribunal français ou à un tribunal étranger, je sais que si je vais chercher à invoquer la violation du contrat, je dois me référer aux règles habituelles. Et donc, si ce n'est pas du droit français, point d'interrogation sur quelle est l'efficacité de la mise en œuvre du contrat. En revanche, est-ce que ça, pour autant, ça empêcherait d'aller en justice pour dire, mais oui, mais néanmoins, il y a eu violation du secret des affaires? Attention, le NDA, peut-être qu'il dit quelque chose en matière contractuelle, mais je vais peut-être me servir du NDA comme outil pour me dire, en fait, le NDA, je ne le sors pas pour montrer que il y a eu violation du contrat, c'est pour montrer que j'ai bien rempli les critères pour qualifier l'information de secret des affaires. Je ne sais pas si tu as un mot à dire. Absolument, et effectivement, le jeu, si j'ose dire, entre la couche contractuelle et la compétence contractuelle et la compétence finalement délictuelle, parce qu'il faut l'appeler comme ça, existe déjà aujourd'hui. On le voit parfois sur des contrats de licence de brevet et autres, et il peut y avoir parfois, effectivement, à l'occasion d'un contentieux autre, d'abord des questions de fin de non-recevoir ou pas pour comprendre quelle est la loi applicable. Mais comme le dit Michael, il faut bien distinguer les deux sujets. On peut avoir une couche contractuelle qui a été mise en place et des problématiques de violation contractuelle. Et s'il y a violation, finalement, puisqu'on n'est plus dans le champ du contrat, peut-être est-on effectivement sur un cas d'atteinte au secret des affaires. Alors peut-être un dernier point un peu technique, et j'avoue que je n'ai pas la réponse là-dessus, c'est qu'on sait qu'avec le règlement Rome 1, on peut désormais choisir la loi applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles. Et ainsi que le règlement Bruxelles 1 bis, on peut aussi avoir une compétence extrêmement large pour couvrir à la fois les litiges contractuels ou non contractuels.
On a eu cette question, alors c'est un autre sujet en matière de rupture brutale, il y a eu tout un développement de réflexion sur comment est-ce qu'on jouait sur l'aspect contractuel délictuel. Et la question que je me pose, c'est si jamais j'avais un NDA qui dit qui viserait à la fois les obligations non contractuelles et qui aurait une compétence, une clause de tribunaux compétents ou une clause d'arbitrage qui essaierait d'étendre la compétence à des compétences non contractuelles, est-ce que là, je suis en risque d'étendre? Et ça c'est une réflexion. Je ne suis pas certain qu'on puisse aussi facilement éviter les tribunaux français ou qu'un co-contractant puisse éviter, mais c'est peut-être un point intéressant à creuser. Oui. Alors c'est vrai qu'avec nos entreprises qui sont rarement limitées à l'Hexagone, elles sont bien souvent implantées dans différents pays. C'est pour ça que c'était fondamental d'avoir une harmonisation au niveau européen. Il n'empêche que la question du forum shopping pourra peut-être se poser. Ou est-ce qu'il vaut mieux que je fasse valoir mes droits, que je stocke mon patrimoine informationnel? La question peut se poser. Mais il n'empêche que votre entreprise, de toute façon, elle aura mis en place des règles en interne. Donc ça resterait ça la référence. Mais voilà, avec beaucoup de points communs dans les différents pays. Et il faudra être vigilant pour voir la façon dont c'est transposé, et on y reviendra tout à l'heure. Est-ce que vous avez d'autres questions ou commentaires peut-être à faire sur les contrats? Juste une question sur la valeur économique de l'information. Quels sont vos conseils pour identifier et aussi tracer cette valeur économique à un moment donné? Eh bien, c'est le fait de se poser la question à tout moment, déjà à commencer par celui qui va créer l'information ou qui va assembler un certain nombre d'informations, puisque à chaque assemblage d'informations, c'est susceptible d'y avoir un secret d'affaires. Il peut y avoir peut-être à chaque, par exemple, réponse à appel d'offres, des secrets d'affaires un petit peu distincts. Et donc, c'est à tout moment qu'il faut se poser la question. Après, les critères, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire il y a le marché, à votre avis, en quoi ça constitue un avantage concurrentiel par rapport à un tiers. Mais c'est vrai que, alors il y a des critères intrinsèques, extrinsèques, bon. Mais c'est vrai que quand vous êtes en train de discuter, que vous êtes un opérateur industriel, que vous allez sortir des produits dans 15 ans, et que vous êtes en train de discuter avec un centre de recherche qui va intervenir sur une petite technologie, ce centre de recherche va vous dire, écoutez, grâce à moi, vous allez avoir une grosse plus-value, donc il va y avoir une vraie valeur économique dans votre produit in fine. Ce que vous pouvez répondre, c'est attendez, mon produit, in fine, ce que vous allez m'apporter, ça va être noyé dans un ensemble informationnel qui va résulter, ou pas d'ailleurs, dans un produit dans 10 ou 15 ans. Donc effectivement, la valeur, elle peut se discuter selon les uns et les autres. Et donc c'est à tout moment qu'il faut se poser la question. Alors peut-être un point, ça me fait penser à un dossier qu'on avait fait avec Stanislas il y a quelques temps. Alors c'était pas à l'époque de la réforme, mais où en gros c'est un sujet sur lequel une société nous avait demandé d'identifier son savoir-faire. Donc on était sur le concept de savoir-faire à l'époque et voir comment est-ce qu'elle avait protégé dans l'entreprise. Donc c'était un exercice d'audit un peu lourd. Et puis ensuite comment est-ce qu'elle pouvait le valoriser, et notamment parce qu'elle était en train de préparer des deals avec des entreprises asiatiques. Et ce qu'on avait, en fait, on s'était assis avec des DAF pour discuter en fonction des types de contrats. Alors, on avait des contrats où on avait des prix dedans, et on avait une idée sur ce que était la valeur attendue en termes de bénéfices pour la société. Puis ensuite, il y avait toute une série de contrats qui étaient plutôt au service achat, en fait, où on avait une réflexion sur l'investissement qu'on avait fait. Et on avait un raisonnement qui était un peu similaire, par exemple, en matière de protection de base de données, où on cherche à justifier l'investissement. Et on avait travaillé beaucoup sur ça. Ça, c'est l'investissement que j'ai effectué. C'était un point de départ pour dire, au moins, en comptage, j'arrive à trouver des chiffres que je mets en face. Parce qu'un des sujets là, c'est effectivement, là, on en parle, un des problèmes, c'est concrètement qu'est-ce que je mets comme chiffre devant le jour où je vais demander à Stanislas d'aller demander des mesures de référé et obtenir des indemnisations. Et là, on verra qu'à posteriori, quand on est au moment du contentieux, la loi maintenant nous donne un certain nombre d'indicateurs sur ce que peut être la réparation. Et parfois, vous verrez que la valeur
que vous essayez de fixer ne sera pas tant ce que vous avez perdu, mais plutôt ce que celui qui a usurpé l'information a pu générer. C'est assez intéressant, ça change pas mal leur repère, parce qu'effectivement au départ on va vouloir en interne essayer de monitorer tout ça, mais la loi vous permet aussi maintenant de vous abstraire de ça et de dire de temps en temps le préjudice ou la valeur, c'est pas tant ce que vous avez fait ou pas, parce que peut-être avez-vous été privé d'opportunités de vous développer, ça peut être l'enrichissement finalement indu de l'autre. Clément Arvelin de Safran. Dans le cadre de NDA avec des groupes étrangers et où le droit applicable n'est pas le droit français mais un droit anglo-saxon qui reconnaît les dommages indirects, nous, notre position, c'est de dire que dans le cadre des infoconf, on ne permet pas aux parties d'exclure les dommages indirects parce que en cas de breach, ces dommages indirects sont bien souvent le principal dommage-intérêt qu'on va récupérer. Et donc j'aimerais avoir votre position là-dessus, si vous la partagez ou si vous avez un avis contraire. Merci. Oui, tout à fait. Mais je pense que c'est une bonne approche. Alors, après, la question dépend du droit étranger, parce que la notion de dommage indirect est, en tant que telle, une notion un peu complexe, parce que selon si on est dans un pays anglo-saxon ou civiliste, déjà la notion de ce qui est direct, on parle de notion de causalité, qu'elle soit directe ou indirecte, c'est est-ce qu'il y a une cause, un lien de causalité, et du coup, se dire je vous empêche enfin, je vous interdis l'exclusion de la responsabilité pour dommages indirects, c'est quelque chose qui est, à mon avis, une bonne idée. En pratique de marché, je trouve que c'est assez difficile à obtenir, en tout cas par rapport à l'expérience que moi j'ai pu en avoir. Et ce que je cherche à voir plutôt, c'est en fait insister sur la prévisibilité du dommage. Alors, je m'explique. Ce qui nous arrive parfois, c'est que dans des NDA, ça m'est arrivé quelques fois de se dire, voilà, on est en train de remettre de l'information et on sait que si cette information devient publique, je vais avoir un problème. Et on essaie d'expliquer que finalement, le type de dommage qui est prévisible, ça va être ceci, ceci ou cela. Mais en réalité, même en faisant ça, finalement, on est en train de créer potentiellement un lien de causalité en le décrivant. Cela dit, ça reste quand même un peu abstrait et je ne l'ai pas mis en œuvre. Et en plus, je ne l'ai pas fait sous l'égide du secret des affaires encore, mais c'est quelque chose sur lequel il faudrait, à mon avis, réfléchir. Il faut se poser aussi la question de quel est le plus grand risque finalement, si c'est vous qui recevez de l'information plus que l'inverse, évidemment. Enfin voilà, on parlait d'unilatéral ou pas. Voilà, vous avez élargi la question, bien sûr. Peut-être sur le point alors c'est une réflexion générale sur les clauses de responsabilité. Je pense qu'il serait opportun, c'est de se concentrer sur l'obligation et son importance. Est-ce qu'elle est essentielle? Est-ce que sa violation, même légère, pourrait être une forme de faute lourde? Si vous êtes dans un contrat anglo-saxon, vous savez que les gross negligence ou les intentional misconduct peut être d'abord en droit peut être un moyen de faire sauter les clauses et dans les clauses, en pratique généralement, c'est quelque chose qui est accepté comme carve-out par rapport à la clause de responsabilité. Et même en droit français, une fois que vous avez travaillé sur la définition de l'intensité de l'obligation, finalement, après, la négociation sur la clause d'exclusion de limitation de responsabilité, elle a moins d'intérêt parce que vous avez déjà atteint l'objectif en disant cette obligation, si elle est violée, me permettra de faire sauter la clause de limitation de responsabilité. Donc je pense que, mais c'est une remarque générale, en fait, pas seulement pour l'NDA, mais pour tous les contrats. Pour moi, ce qui est important en matière de clause de limitation de responsabilité, c'est de travailler sur la définition de l'obligation parce que c'est celle-là qui permettra de faire sauter la clause. Peut-être on va continuer, on va passer maintenant sur la protection judiciaire. Stanislas, tu vas nous raconter l'approche. D'abord, qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Et je pense que ça, c'est vraiment le grand apport, parmi les grands apports, et comment ça fonctionne. Oui, au-delà de la définition effectivement du secret d'affaires, le grand apport, c'est la possibilité maintenant d'avoir des voies d'action en justice complètement adaptées au secret des affaires. Si on se projette un peu dans le temps par rapport à ce qu'on vient de dire, l'entreprise donc a décidé de cartographier un peu ces informations, a mis en place un programme pour stigmatiser, valoriser l'information et la sécuriser. Très bien. Il n'en reste pas moins que malheureusement, on peut tous tomber sur un concurrent ou un co-contractant indélicat. Et là se posera la question de est-il possible d'aller voir les tribunaux aujourd'hui français
pour faire valoir ses droits sur cette information dont on sait maintenant qu'elle a une valeur commerciale. La réponse c'est oui. Ce qui est intéressant, c'est qu'au-delà donc de la définition du secret des affaires, le code de commerce, maintenant, depuis la loi de transposition, inclut un certain nombre de dispositions qui nous détaillent les actes qui sont jugés illicites quant à l'appropriation d'informations de secret des affaires. Et pour une fois, c'est souvent le cas, mais là, ça ressort très clairement des textes. Il est intéressant de noter que le législateur n'a pas cherché à sortir de son chapeau des concepts abstraits qui ne seraient pas issus de la pratique. Au contraire, il faut se souvenir que ce que vous avez sur la slide là et qu'on va détailler ensemble, les atteintes illicites à l'information, elles sont issues de précédents travaux de loi qui n'avaient pas abouti. On se souviendra peut-être notamment du projet Carayon. Et ce projet Carayon, il était lui-même issu de certains accidents, on va dire, qui avaient eu lieu en France, où des industriels français avaient été malheureusement confrontés à l'indélicatesse de stagiaires, de concurrents, et avaient cherché, à l'époque où la loi était beaucoup plus pauvre qu'aujourd'hui, à faire valoir le fait qu'on essayait on avait même réussi à obtenir illicitement des informations qui étaient confidentielles et valorisables pour eux, et certaines d'ailleurs avaient été remises à certains de leurs concurrents. Et on s'était aperçu que les entreprises françaises étaient très démunies et qu'il n'y avait pas de fondement légal très clair. Et en réalité, on allait sur des fondements qui étaient souvent dans le droit pénal, qui se trouvaient dans le droit pénal, et on essayait de faire valoir un vol. Mais le vol d'informations, c'est comme à une époque un peu lointaine, le vol d'électricité. Quand on est sur quelque chose qui est considéré comme très fongible, c'est pas évident pour la jurisprudence et pour les juges de le reconnaître. Donc ça marchait pas très bien. Parfois, il y avait, et on l'a dit, on vient de le dire, il y a un contrat. Donc on disait, il n'y a pas de vol parce qu'en fait, vous vous êtes mis d'accord pour vous communiquer de l'information. Donc on essayait de passer sur, M. de Robert Hautker l'a mentionné, l'abus de confiance. L'abus de confiance, c'était pas évident non plus. Et puis parfois, surtout, on avait le concurrent indélicat qui avait un peu organisé les choses et qui disait juste, moi, j'ai trouvé la présentation PowerPoint confidentielle dans la rue, donc de bonne foi, je l'ai ramassé, je l'ai utilisé, mais c'est tombé du camion, donc c'est pas moi. Et là, on avait encore une problématique qui était qu'il n'y avait pas de vol, il n'y avait pas d'action directe de la part du concurrent, et pour autant, il bénéficiait maintenant de l'information. Et là, on essayait d'aller sur le recel, et c'était aussi assez compliqué de faire valoir le recel d'informations. Et bien, tout ça a été pris en compte par le législateur qui, aujourd'hui, a mis dans le Code de commerce des articles 151.4 à 151.6 qui reprennent toutes ces hypothèses qu'on vient de mentionner et qui les a extraits du droit pénal et qui en a fait finalement des fautes de type civil, civiliste. Et on va retrouver effectivement l'appropriation illicite par une personne effectivement d'une information qui est de type secret des affaires. Donc c'était ce qui aurait été un vol. Là, il est prévu que c'est une faute de s'approprier comme ça une information. On va retrouver le fait qu'effectivement, même quand on a un contrat en place, le fait d'aller au-delà de ce contrat ou bien de ne pas respecter les termes du contrat et d'utiliser ou de divulguer l'information au-delà de ce qui était prévu dans le contrat, c'est également fautif. Et puis, on va retrouver la situation qu'on vient de mentionner où on est un tiers qui prétend juste avoir obtenu une information qu'il pensait obtenir de bonne foi. Eh bien, là, c'est intéressant parce qu'on a un article 151.6 qui nous dit « c'est très bien d'avoir obtenu tout ça de bonne foi, mais quand on est quelqu'un qui savait ou simplement qui aurait dû savoir, et là je pense que ça nous renvoie à tout ce qu'on a déjà dit sur les pratiques dans l'industrie, le fait qu'on est dans une industrie donnée, bref, quand on aurait dû savoir que cette information nous était divulguée de façon un peu étonnante, probablement en violation de certains droits du détenteur licite de l'information, eh bien on peut aussi être responsable et fautif. C'est un apport, je crois, majeur de la loi, puisque maintenant, elle nous donne un cadre et des raisons d'action qui n'existaient pas autrefois et qui faisaient qu'on allait sur la concurrence déloyale, le droit, comme je le disais, pénal, avec beaucoup de difficultés pour structurer une discussion qui soit admissible par un juge. Si on en vient à un autre apport essentiel de la loi, on avait autrefois la problématique que même si on agissait finalement trop tard, c'est-à-dire qu'il y avait déjà eu divulgation.
et il s'agissait d'essayer d'obtenir plus une compensation et une limitation des effets, mais en réalité le mal était fait, ce qui autrefois, on l'a vu, était caractérisé par son secret, et secret qui lui donnait même sa valeur, n'était plus secret et on arrivait trop tard. Alors un autre apport essentiel de la loi, c'est qu'elle est venue finalement regarder ce qui avait déjà été fait en France et au niveau communautaire en matière de propriété industrielle. Et en matière de propriété industrielle, on a notamment une directive de 2004 sur la mise en œuvre des droits de propriété intellectuelle qui contient un certain nombre de mesures et notamment des mesures d'interdiction provisoire. C'est-à-dire que éventuellement, avant même la commission des faits, si ceci s'avère être imminent, eh bien, on peut aller voir un juge et finalement bloquer une situation. Et là, c'est essentiel pour nous, puisqu'on l'a dit, ce qu'on cherche à faire, c'est garder la valeur de notre information, donc garder son côté secret. On peut s'appuyer aujourd'hui sur les juridictions françaises pour dire « attention, je sais que j'ai eu une information qui a filtré de façon non contrôlée ou non voulue. Je pense savoir ce qui va se passer ensuite. Je peux aller voir le juge et lui dire, voilà, on connaît la situation, je connais mon information, je sais qu'il va se passer quelque chose. Interdisez à tel ou tel d'aller plus loin dans son maniement de mon information. » Pour commencer. Ça n'empêche pas ensuite d'avoir une discussion au fond pour avoir des mesures plus permanentes et définitives, mais on a en tout cas ce moyen d'aller voir le juge. Et le moyen est intéressant parce que là aussi, comme en propriété industrielle, on ne peut pas toujours attendre quelques mois d'avoir processuellement saisi la défenderesse pour discuter avec elle. Il s'agit d'aller vite et bien. Et les textes nous disent aujourd'hui qu'on peut faire ces demandes au juge sur requête. Sur requête, ça veut dire quoi ? Ça veut dire sans contradictoire. Si l'urgence le justifie, on peut aller voir le juge tout seul et lui dire il est temps tout de suite de prendre une mesure, même si la défenderesse n'est pas là pour être entendue. La mesure n'étant que provisoire, l'impact ne sera que temporaire d'ailleurs et n'empêchera pas une fois de plus d'avoir une discussion au fond. Donc je crois que c'est un apport qu'il faut avoir en tête, un apport majeur de la loi. Et une fois de plus, l'intérêt, c'est que tout ça a été repris d'un cadre qui existe déjà, de propriété industrielle. Donc si on cherche un guide finalement à la façon de mettre en place et d'opérer avec ces procédures, on n'est pas en train de découvrir un terrain complètement nouveau. Pour ceux d'entre vous qui ont déjà la chance d'avoir des collègues qui travaillent dans le domaine de la propriété industrielle, vous pouvez vous appuyer sur leurs connaissances pour, je dirais, compléter votre vue du paysage et comprendre comment agir. Je vais peut-être vous passer rapidement la parole, monsieur de Robert Haudeker, si vous voulez dire quelques mots des mesures provisoires, mais... Non, je vais vous laisser les développer, mais simplement, il faut savoir... pour revenir tout à l'heure, on parlait de l'article 145 et donc le fait avant tout procès d'aller chercher des preuves chez un tiers. Aujourd'hui, donc, il y a la possibilité de mettre sous séquestre et de. En revanche, on a un mois pour agir et pour voir si on peut faire sortir ou pas ces informations. Et donc, ça passe assez vite, hein, un mois, surtout si on découvre le sujet du secret des affaires. Oui, absolument. C'est vrai qu'un mois, c'est le temps que vous aurez si vous mettez en œuvre des mesures provisoires pour ensuite aller vous saisir au fond. Et de la même façon, si un certain secret a été attribué à certaines informations, dans le mois, on va se ressaisir du thème pour comprendre s'il faut garder ces mesures de secret ou si en fait elles doivent être levées. Donc tout ça est une discussion qui mérite d'être préparée en réalité en amont, parce qu'on le comprend effectivement quand on est dans le process et que le mois court déjà. D'expérience, c'est très très court. Et comme effectivement dans ce cadre-là, autrefois, enfin jusqu'à maintenant, on pensait à ce qui pouvait être, on parlait dans les entreprises de défense qui pouvait être classifié, ce qui relevait du secret professionnel des échanges avec l'avocat, donc ça, il y avait un traitement à part, mais maintenant il y a vraiment le secret des affaires. Absolument, mais on va y revenir un peu tout à l'heure. Je le dis aussi là très rapidement, bien sûr, hein, le but n'est pas d'avoir une arme, comme on le disait, secret des affaires, toute mon information c'est du secret des affaires et maintenant je peux aller appuyer et ennuyer tel ou tel concurrent comme je le veux, c'est pas ça, c'est plutôt d'avoir une mesure qui soit efficace quand il y en a vraiment besoin. Et d'ailleurs, de façon intéressante, les textes prévoient également qu'on peut prévoir des garanties, et ces garanties sont aussi bien côté défenderesse que demanderesse, c'est-à-dire que si je suis demanderesse de bonne foi et que j'ai vraiment
vraiment un intérêt à ce qu'une mesure soit prise temporairement pour empêcher un comportement vis-à-vis d'informations que je pense être mon secret des affaires, eh bien il est possible de dire au juge, écoutez, je souhaite que ces mesures soient mises en place. Je comprends qu'il peut y avoir un impact pour un tiers, mais l'intérêt que j'ai est immensément supérieur. Et on peut tout à fait convenir du fait que moi, je vous verserai une provision qui serait destinée à dédommager éventuellement un jour la défenderesse si on estimait que j'avais fait ce que j'ai fait de façon abusive. Donc il y a beaucoup de curseurs, il y a beaucoup de façons d'approcher les demandes qu'on ferait aux juridictions, mais en tout cas, le but est vraiment à la fin de pouvoir avoir une efficacité pour celui qui est détenteur de secret des affaires. Donc rien n'est écrit à l'avance et donc c'est vraiment du cas par cas où on va prendre des positions stratégiques. Absolument, il faut être capable d'approcher le juge avec plusieurs possibilités. Un vrai moyen de négociation, entre guillemets, même si négocier avec le juge, oui, une forme de négociation, c'est vrai. Un dernier point sur les mesures. Si, au fond, un jour, une action aboutit et qu'effectivement, il y a eu une atteinte au secret des affaires, il y a maintenant tout un panel de mesures qui sont possibles. D'abord, une interdiction définitive, cette fois-ci plus provisoire, de pouvoir encore utiliser, divulguer l'information. C'est très important. Également, des mesures de rappel, de confiscation, parce que s'il y a déjà eu une forme de mise en œuvre, parce qu'un secret, un process industriel ou autre qui était couvert par du secret des affaires aurait déjà résulté dans la production de produits, on peut aller chercher ces produits et le juge peut ordonner leur destruction ou leur rappel. Donc un certain nombre de mesures visent encore une fois l'efficacité pragmatique sur le marché. Et puis, bien sûr, et on le mentionnait, reste toujours la possibilité de demander une compensation, donc une compensation un peu dans le côté classique, civiliste et commercial français, une compensation du dommage qui aura été celui du détenteur de l'information qui l'aura vu fuiter. Et là, bien, on le disait, il y aura une problématique de valorisation du dommage, de valorisation du préjudice. Et on peut avoir en interne fait les efforts, alors a priori on le disait tout à l'heure, ou les faire a posteriori pendant les besoins du procès, pour essayer de faire ressortir ce qu'aura été par exemple le manque à gagner de l'entreprise. Parfois d'expérience, on a des clients qui sont, dirons-nous, suffisamment compétitifs et bien gérés pour que, malgré l'appropriation illicite d'un secret des affaires, ils arrivent encore à être sur une trajectoire ascendante commercialement. Et dans ces cas-là, les difficultés, c'est qu'en fait, leur succès commercial cache le préjudice. Et là, c'est compliqué d'expliquer au juge, oui, je suis resté, le client est resté productif et le client est resté commercialement performant, mais pour autant, il y a bien eu un préjudice. Et aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est qu'avec la nouvelle loi, comme je le disais tout à l'heure, eh bien, il est possible de changer un peu de repère et de dire la problématique de la compensation qui m'est due n'est pas ce que j'ai effectivement perdu. Peut-être qu'on ne verra pas ce que j'ai effectivement perdu ou que ce sera très compliqué de le reconstruire a posteriori. La problématique, c'est celle de la valorisation de mon secret des affaires, de ce qu'il rapporte. Et je peux aller voir chez le contrevenant ce qu'il en est de ses profits. Et si je vois qu'avec mon secret des affaires illicitement approprié, il a généré un certain profit, aujourd'hui la loi me dit que ce profit du contrevenant peut être la base de ma réparation. Et ça, je crois que c'est un élément très important parce que d'expérience, il était toujours très compliqué d'avoir cette conversation sur le préjudice avec le juge, soit qu'on soit une entreprise qui n'avait pas encore mis en œuvre complètement son secret d'affaires, donc il n'y avait pas encore d'impact en termes de chiffre d'affaires, soit une fois de plus qu'on soit une entreprise bien gérée qui avait réussi à absorber l'accident. Donc aujourd'hui, on se tourne vers celui qui a illicitement approprié l'information et on regarde ce qu'il en est de son succès à lui. Et là, c'est intéressant toutes ces mesures parce que ça donne à la direction juridique une vraie légitimité pour aller adresser les sujets en amont, avant qu'on vienne la trouver au travers de contrats, et de dire, et d'avoir cet état d'esprit permanent en disant ce secret, est-ce que ce produit résulte exclusivement, est-ce qu'on est les détenteurs légitimes sur l'ensemble des informations qu'il contient, et parce que là, pour le coup, s'il y a un rappel des produits ensuite, ça sera bien d'avoir sensibilisé un peu avant la direction commerciale sur ces sujets-là. Donc là, c'est important. Et puis, on peut aussi découvrir tout simplement des choses qui sont inexploitées, les protéger proprement et pourquoi pas les concéder en licence. Absolument.
Un dernier point juste que je voulais mentionner, c'est les délais de prescription. Il y a aujourd'hui une convergence en France et disons que le secret des affaires n'y échappe pas. On a aujourd'hui une prescription qui est de 5 ans pour agir à compter des faits qui sont, nous dit-on, la cause de l'atteinte au secret. Sachez, j'ouvre une petite parenthèse, que dans le cadre de la loi Pacte, il y a aujourd'hui une discussion sur la façon dont on doit envisager le point de départ de ce délai de prescription aujourd'hui. On nous parle des faits qui sont la cause de l'atteinte. Certains voudraient pousser jusqu'à en fait 5 ans depuis la connaissance des faits, c'est-à-dire que les faits peuvent être restés eux aussi secrets et il y aurait une émergence. Le problème de ça, c'est que ça pourrait en pratique rendre un peu imprescriptible l'action. Donc la discussion est assez vive aujourd'hui et également d'ailleurs en contrefaçon notamment de brevets. Dans le cadre des débats sur la loi Pacte, on aura probablement des précisions qui viendront très prochainement. Une ligne qui est importante ici, c'est justement la prise en compte, tout à l'heure d'ailleurs j'ai dit chiffre d'affaires, des bénéfices du contrevenant pour fixer les dommages d'intérêt. Et ça, pour moi, c'est un des points essentiels de la loi. Pardon. Je voudrais faire une remarque sur le risque qu'il y aurait peut-être à instrumentaliser le secret des affaires et à invoquer un secret des affaires qui n'en serait pas un, notamment par exemple pour bloquer un concurrent et en faisant une demande sur requête sur le fondement de l'article 145, parce qu'il faudra de toute façon ensuite prouver, démontrer par la suite que le non contradictoire était justifié, et d'autre part qu'il s'agissait bien d'un secret d'affaires. Et dans le cas contraire, il peut y avoir un effet boomerang qui peut coûter aussi cher que ce qu'on aurait obtenu. Absolument. L'amende civile, en plus, qui est prévue. Voilà, on y vient, effectivement. Alors, sachez qu'aujourd'hui, pour une petite distinction, juste sur ce point, et ensuite on prendra la question suivante, le secret des affaires permet d'aller demander ces mesures, même en dehors de l'article 145, c'est-à-dire qu'il met en place une procédure un peu spécifique. Mais on va y revenir, il y a encore des interactions avec l'article 145. Mais vous avez raison, si on abuse finalement de son droit, grâce à son secret des affaires, ou grâce à un secret des affaires qui en fait n'existe pas, il y aura là aussi une forme de sanction qui s'appliquera à celui qui avait indûment agi. Et il y aura un référé rétractation, absolument, et c'est prévu dans la loi et l'ordonnance. Bonjour, dans le slide précédent, vous évoquiez la possibilité de publier la décision. Et je me demande si c'est vraiment dans l'intérêt de l'entreprise, dans ce contexte particulier. Oui, c'était une question intéressante et importante. En réalité, oui, je pense que c'est important la publication de la décision aujourd'hui et ça n'est plus une problématique. Autrefois, la problématique aurait été, dans la décision, le juge se saisit du secret des affaires pour en décider et en décidant publiquement, puisqu'aujourd'hui en France les décisions sont publiques, et bien finalement il le révèle, ce secret d'affaires, à tous. Donc on a obtenu exactement l'opposé de ce qu'on voulait. Simplement, aujourd'hui, il est possible de demander la publication de la décision parce que la loi, on ne l'a pas trop détaillé ici, mais permet aussi au juge d'oser, si j'ose dire, les termes de sa décision qui resteront publics. Pour dire les choses simplement, le juge a la possibilité, dans le cadre du secret des affaires, d'avoir une décision qui soit complète et qui ne sera circulée qu'à lui-même, bien sûr, et au conseil avocat des parties, donc tous tenus à un secret de par la loi. Et pour les autres, aussi bien les parties que le grand public qui doit pouvoir avoir en France accès aux décisions, il y aura une décision qui sera, comme on dit, caviardée, et donc un certain nombre d'éléments seront retirés. Et le juge proposera une décision caviardée. Et donc la publication que vous mentionnez, effectivement, n'aura dans ces cas-là vraiment d'effet que sur la version caviardée. Et donc, alors même qu'on aura gardé la nécessité légale de publication, voire l'ordonnance du juge de faire publier la décision pour que d'autres soient au courant de ce qui s'est passé entre deux parties, on n'aura aucun risque de révélation du secret d'affaires puisque les parties utiles seront biffées. Et au-delà des dommages d'intérêt, le name and shame a toujours de l'intérêt. Et il y avait juste le point, là, vous disiez justement, ceux qui ont accès, ceux qui assistent ou représentent l'entreprise, on pense évidemment au conseil externe, mais aussi à la direction juridique, au moins une personne nommée à la direction juridique. Peut-être y penser d'ailleurs dans les délégations de pouvoir.
petite question. Est-ce que la loi prévoit une exception de divulgation pour les lanceurs d'alerte? Tout à fait. Et pour les journalistes, ils ne sont pas du tout concernés. J'avais une question sur la preuve et sur justement le lancement des actions, parce que le problème concret qu'on a à la suite d'une violation de NDA, c'est de prouver la violation du NDA, parce qu'on sent bien que en face, il s'est passé quelque chose, que l'information, enfin voilà, mais finalement, comment on arrive à passer le pas de la preuve et d'arriver à ouvrir l'action avant même le renversement de la preuve. Oui, non, sans renversement de la preuve, constituer son dossier pour pouvoir effectivement être en état d'agir. Au niveau de la mesure sans contradictoire, il faut avoir quand même des moyens de dire, là, on pense qu'il se passe quelque chose, mais c'est pas juste on pense. Qu'est-ce qu'on a? Absolument. Et là aussi, il y a un mécanisme probatoire qui est prévu par la loi, qui est issu pour ceux qui sont praticiens de la propriété industrielle, une fois de plus, de ce qu'on connaît sous le nom de saisie contrefaçon. On a tout un mécanisme qui permet d'aller voir un juge, là aussi sur requête, en lui disant, voilà, j'ai un certain nombre d'éléments, j'ai une information que j'ai traitée comme du secret des affaires, j'ai eu une relation avec un co-contractant ou un tiers, je pense aujourd'hui raisonnablement qu'il y a eu une appropriation au-delà de ce que je souhaitais, et j'ai besoin pour mon dossier, et avant tout débat au fond, simplement de me constituer des éléments de preuve. Donc là, on est sur un terrain probatoire, il ne s'agit pas de jeter la pierre à qui que ce soit ou de reconnaître une responsabilité. Et le juge, comme il le fait d'ailleurs aujourd'hui en brevet, en marque, en dessin et modèle, peut effectivement vous autoriser à instruire un huissier pour aller effectuer un certain nombre de démarches, pour aller chercher de la preuve chez la personne indélicate. Ça permet d'accéder à des boîtes email, donc à des échanges, notamment des échanges qui pourraient concerner le NDA ou le contrat ou la présentation PowerPoint que vous aviez fait parvenir avec certaines conditions. Et donc on va assez vite être en mesure de pouvoir quantifier exactement ce qui s'est passé chez l'autre et donc de comprendre si oui ou non on a un comportement qui est de l'ordre de l'illicite. Et une fois qu'on a ces éléments, on a effectivement donc cette mesure qui est mise en place, qui est ordonnée, qui est exécutée. Et après son exécution, on a 1 mois pour agir au fond et faire valoir ces éléments de preuve. Ça induit, il vaut mieux savoir où chercher, effectivement, d'expérience. C'est le genre de mesure qui se prépare pas mal. Et effectivement, il vaut mieux très rapidement, très tôt, commencer avec l'entreprise et ses conseils à organiser tout ça pour y mettre un peu de rythme avant, effectivement, d'aller simplement chez un tiers ou même chez un concurrent pour juste désorganiser tout ça. Oui, il vaut mieux savoir où chercher ou savoir précisément ce qu'on cherche, en tout cas. Maintenant, effectivement, a fortiori quand il y a un lien initial, mais quand le simple fait de dire attendez, dans vos bases de données, je trouve exactement la même chose que ce que j'ai chez moi, la traçabilité va rentrer en ligne de compte. Moi, je pourrais prouver voilà comment je l'ai développé et vous, comment vous avez fait. Donc ça aussi, c'est un point important. Voilà. La découverte indépendante. Ouais. Et heureusement, on a le droit d'avoir la même chose. Ouais, un dernier point sur la procédure. Le secret des affaires n'est pas toujours l'objet de l'action en justice. C'est-à-dire que vous tous, vous êtes dans des entreprises qui auront généré du secret des affaires. Il se peut que sans avoir ou sans vouloir le mettre en jeu, eh bien, il se trouve que parce que c'est une information, cette information puisse être utile pour un processus de l'ordre du judiciaire. C'est-à-dire que cette information est utile à la manifestation de la vérité qui va être nécessaire pour rendre une décision. Et dans ces cas-là, que vous soyez tiers à la procédure ou que vous soyez dans la procédure, se posera la question de la circulation de l'information dans le cadre des procédures judiciaires. Et là, de façon intéressante aussi, bien la loi, et on en a déjà un petit peu parlé finalement avec les mesures de publicité, mais il y a plein d'autres dimensions qui sont prévues par la loi. On va pouvoir aujourd'hui encadrer son information et la sanctuariser pour que même si elle est utilisée dans le cadre d'une procédure judiciaire qui par essence en France est publique, il faut le rappeler, eh bien cette information va rester secrète ou suffisamment secrète pour garder sa valeur.
Le premier point, et on l'a rapidement mentionné, c'était autrefois un peu la problématique des requêtes 145. La requête 145 du Code de procédure civile, c'est une mesure in futurum où on va voir un juge, on dit j'agis ou je vais agir en responsabilité d'un concurrent, d'un tiers, et j'ai besoin de me constituer certains éléments de preuve. Le fondement de la requête 145 est aussi général que le Code de procédure civile peut l'être, et donc on avait parfois malheureusement des personnes indélicates qui utilisaient ce biais pour aller chercher de l'information, il faut le dire simplement, chez des concurrents, chez des tiers. Autrefois, la Cour de cassation n'était pas complètement arrêtée sur le fait que celui qui était impacté, qui était saisi, pouvait dire « j'ai du secret des affaires » et nous devrions nous arrêter là. Et du coup, le risque persistait de se faire prendre de façon très officielle, finalement, par un huissier des informations que pour autant on considérait comme sensibles, très sensibles. Aujourd'hui, l'ordonnance de décembre 2018 qui met un peu plus en musique la loi de transposition de juillet 2018 sur le secret des affaires est venue nous dire attention, on est sur finalement une approche inverse. Le juge doit commencer par se dire que parce qu'il y a du secret des affaires ou parce qu'on lui aura mentionné qu'il y a du secret des affaires, a priori, il doit avoir cette posture de mettre ou faire mettre sous scellé les informations, en préserver le caractère secret. Et on partira de ce point de départ et ensuite on pourra avoir une conversation dans le temps pour voir si en réalité l'information est réellement du secret des affaires et si elle est réellement utile au débat. Et là, on pourra envisager de lever totalement ou partiellement les mesures qui auraient permis de garder l'information secrète. Donc un changement de paradigme qui, me semble-t-il, est très important. Un autre point que nous mentionnions, effectivement, c'est que, et c'est assez important aussi, on peut ne pas être partie à un litige et pour autant être une société qui a passé un contrat avec un co-contractant qui, lui, se trouve en litige et qui nous dit maintenant, moi, pour les besoins de ce litige, j'ai besoin de verser ce contrat au débat. Et monsieur de Robert-Hodeker le disait, un contrat, une politique contractuelle, une structuration contractuelle, des schémas contractuels, ça peut être du secret des affaires de l'entreprise. Et là, moi qui suis en dehors du litige, je me trouve mal à l'aise à me dire que mon contrat va être versé dans une procédure qui est publique. Eh bien aujourd'hui, je peux dire à mon co-contractant qu'il peut s'appuyer sur la loi, notamment l'article 153.1 du Code de commerce, pour, avec le juge, organiser la façon dont la pièce, le contrat, si on reprend mon illustration, va être versé au débat. Et là, le juge a, encore une fois, toute la latitude d'organiser la communication des pièces pour qu'elles gardent leur caractère secret. En réalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va généralement indiquer l'existence de la pièce sans la montrer au juge. Il va, dans ces cas-là, convoquer les conseils des parties, et seulement les conseils des parties, pour prendre connaissance de la pièce. Et puis, quand il aura pris connaissance de la pièce avec les conseils, et une fois de plus, ces 3 personnes sont tenues à un secret de par la loi, eh bien, ils vont considérer ce qui est effectivement utile au débat et ce qui est effectivement secret ou pas. Et ils vont convenir de la façon dont on va créer un double, une copie, là encore, caviardée. Éventuellement, nous dit la loi, on peut même penser que le texte est tellement sensible qu'il ne faut pas regarder le texte lui-même, et dans ces cas-là, on se mettra d'accord sur un résumé de la pièce qui suffira et qui sera ce qui sera versé dans la procédure. Bref, il y a beaucoup de mesures qui sont disponibles. Il suffit pour les conseils d'aller actionner le juge et de se mettre d'accord avec lui sur la façon dont on va faire circuler l'information. C'est une procédure qui est en 2 temps, une fois de plus. On mentionne l'existence de l'information et seulement son existence, pas l'information elle-même, au juge. Et avec le juge, on discute des mesures concrètes à mettre en place en lui montrant et à lui seul l'information. Et on décide même avec le magistrat qui aura accès aux informations, puisque comme on le mentionnait tout à l'heure, c'est le magistrat bien sûr, ce seront les conseils évidemment parce qu'eux sont au centre du débat contradictoire, mais on peut aussi envisager qu'un représentant de l'entreprise soit habilité à avoir l'information, quitte d'ailleurs à mettre là aussi pour continuer un NDA en place avec ces personnes pour dire qu'elles seront tenues à un secret qui, nous dit la loi, dure au-delà du contentieux. C'est-à-dire que quand le contentieux est fini, l'obligation de secret perdure. Donc tout ça existe, tout ça est dans la loi et c'est probablement un apport essentiel de la loi. C'est ce qui est intéressant d'ailleurs, et je vais sauter rapidement cette slide pour aller à celle-ci, c'est que c'est tellement essentiel et tellement utile que la Cour d'appel de Paris, dès septembre, avant même la mise en place des décrets d'application, s'est saisie de la nouvelle loi pour faire à peu près exactement ce que je viens de mentionner, c'est-à-dire accéder à un contrat
qui en fait était un peu révélateur d'une politique de prix d'une partie et constituait du secret des affaires. Elle a accédé à ce contrat et elle a décidé, exactement sous l'égide de l'article 153.1 qu'elle a déjà appliqué, quelles mesures allaient être mises en place avec les conseils pour considérer exactement ce à quoi il fallait pouvoir avoir accès et ce qu'il fallait garder confidentiel. Donc je pense que là aussi, ces mesures très pratiques étaient très attendues, sont bienvenues, et on voit qu'elles sont déjà utilisées par les juridictions. C'est bon signe, c'est que c'est une loi qui a des implications pratiques et on va s'en saisir et la faire vivre. Le secret des affaires, c'est le dernier point de cette présentation. On a aujourd'hui ensemble présenté finalement ce cadre français. C'est important de commencer par un cadre français, mais il est aussi important de vous souvenir, parce que comme le disait monsieur de Robert-Hodeker, la plupart d'entre nous avons des relations avec des co-contractants et des concurrents à l'international, en dehors du territoire français. Eh bien, on a un cadre qui est intéressant, qui est important, qui existe à l'étranger aussi. D'abord parce que la réflexion que nous avons aujourd'hui sur comment mettre en œuvre le secret des affaires dans l'entreprise, c'est une loi qui transpose une directive. On a donc une harmonisation européenne. Et là, on a fait pour vous un petit exercice avec nos amis du réseau Hogan Lovells, simplement sur quelques pays, mais on aurait pu le décliner à l'Italie, à l'Espagne, à d'autres. On s'aperçoit que tout le monde est en train de transposer. Les Néerlandais l'ont déjà fait. Les Anglais, qui ont d'autres problématiques en ce moment, ont aussi joué le jeu de la transposition, alors qu'ils étaient déjà finalement très en avance sur cette capacité, notamment dans les procédures, de paramétrer exactement ce que devait être l'espace dans lequel circulait l'information. Et de façon surprenante, alors qu'on a des leaders en matière de propriété industrielle, notamment en brevet en Allemagne, c'est encore le pays qui n'a pas transposé. Donc probablement sont-ils, on peut l'imaginer, en train de faire un peu du benchmark, comme disent nos amis anglais, de ce qui se passe dans les autres pays et d'ajuster un peu leurs mesures à ce qui sera fait dans les autres pays. Mais en tout cas, l'harmonisation doit vous rappeler que vous ne serez pas dépourvu si vous avez à agir en dehors de France. Vous pouvez aller voir nos partenaires de l'Union européenne. Ils ont, de par la directive, où ils sont en train de mettre en place un cadre qui est équivalent. Donc ce que vous faites aujourd'hui, l'investissement fait en France, est aussi un investissement qui peut vous aider demain dans une procédure à l'étranger. D'ailleurs, et ça va au-delà de ce tableau, c'est aussi vrai pour les États-Unis, puisqu'à l'époque où on mettait en place la directive européenne, il y avait une loi fédérale qui était mise en place, qui était le America Trade Secrets Defense Act. Et cette loi a beaucoup de similitudes et de similarités avec ce qui a été fait en Europe. C'est assez intéressant de voir qu'on a cette poussée et en même temps cette volonté d'être un peu concurrent sur la capacité à protéger ces informations en Europe et ailleurs. Il s'agit de lutter à armes égales, vraiment. Exactement. C'est aussi un moyen de montrer qu'on protège le patrimoine immatériel de ces entreprises, aussi bien sur un continent que sur l'autre. Parce qu'effectivement, ils l'ont précisé, mais ça faisait aussi un moment que les États-Unis utilisaient la notion de trade secret. Voilà, donc c'était important qu'on se mette à niveau. Oui, ça faisait longtemps que la loi fédérale prévoyait effectivement qu'il y avait quand même déjà une notion de secret des affaires, même si là, on a été beaucoup plus loin là aussi. D'ailleurs, pour terminer, sur les États-Unis, peut-être aurez-vous un cas particulier qu'on voulait mentionner, qui est que vous verrez qu'aujourd'hui, la justice américaine a tendance à être de plus en plus extraterritoriale, c'est-à-dire à appliquer ses procédures et ses exigences même sur des territoires qui ne sont pas le sien. Sachez que la loi française n'apporte rien en termes de résistance passive, si j'ose dire, au fait qu'on ne veuille pas donner de l'information à un juge américain qui vous la demanderait. En revanche, il y a déjà un mécanisme en France qui existe, qui est la loi de 1968 révisée en 80, qu'on appelle parfois loi de blocage, et elle dit bien ce qu'elle dit, c'est bloquer le flux d'informations. Et puis il y a la convention de La Haye, qui en revanche est une convention internationale par laquelle tout le monde doit passer. Tout ça reste en place. C'était l'objectif de la loi de blocage d'ailleurs. C'était à l'époque l'objectif de dire on va vers la convention de La Haye et on est obligé de passer par là, absolument. Inversement, aujourd'hui on sait qu'aux États-Unis, parfois pour les besoins d'une procédure étrangère, on peut avoir une discovery parce qu'il y a des éléments de preuve qui ne sont qu'aux États-Unis qui soient diligentés, et dans ces cas-là se posera la question de l'utilisation
informations effectivement dans la procédure étrangère. Et on était souvent bloqué quand le juge américain disait oui, il va y avoir discovery pour des besoins étrangers, mais je vais mettre en place un système de ce qu'on appelle attorney eyes only, donc un système de confidentialité parce que l'information est sensible. Et il était difficile ensuite pour un praticien français de dire oui, mais en France tout va bien, vous pouvez quand même nous envoyer cette information parce qu'on va l'entourer de la confidentialité nécessaire. En réalité, ça ne marchait pas et on n'avait pas accès à ces informations. Et les parties, par prudence, ne souhaitaient pas qu'on ait cette information. Il faut se demander si aujourd'hui, le fait qu'on ait en place une loi aussi exigeante et en même temps pratique ne nous permet pas de montrer patte blanche et de dire on peut tout à fait organiser tout ça, c'est dans la loi, il y a des curseurs qu'on peut faire varier dans tous les sens, on peut complètement épouser l'ordonnance de Attorney Only qui a été mise en place par le juge américain, et donc on pourrait organiser un canal de communication, cette fois-ci efficace, jusqu'à la juridiction étrangère. Donc peut-être là aussi un apport intéressant pour le justiciable français qui cherche à obtenir des éléments d'information aux États-Unis. Parfait, merci. Merci beaucoup pour votre participation et pour les échanges. Merci beaucoup. Une dernière recommandation de lecture, le dernier Juriste d'entreprise magazine édité par la FJE, dans lequel il y a un dossier sur le secret des affaires, justement.